All right. Fait que, oui, on va parler de télé, on va parler de mon bro, on va parler de ton neveu. Parlons pas de mon neveu, mais tu sais, de la sensibilisation à l'art, mettons, tu sais, chez les jeunes. Je sais pas. Si ça vient, là. Je t'ai lancé ça de même, j'en ai aucune idée. Non, mais je sais, mais tu sais, t'as clairement des réflexions par rapport à l'art, aux médias, à leur impact. Oui. Fait qu'on on peut discuter de tout ça, dans le fond. Ouais, tu sais. ouais. Je te reçois ici parce que t'es éloquent. Ah, t'es fin. Peut-être que je suis éloquent à d'autres moments. Aujourd'hui, on va voir. Peut-être qu'aujourd'hui, ça va l'être. Salut, Philippe. Salut, Marco. On a déjà commencé. Oui, ça roule. Ça roule. Je sais même pas comment te présenter. Ah, ça, tu vois, c'est un enjeu. C'est parce que, mais on a déjà eu cette discussion-là aussi, je pense, de dire. Ouais, hein, pas face à face, je pense qu'on se textait, puis j'étais comme, Mm. qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Puis là, t'étais comme, ben là, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Ouais. Fait que je vais y aller avec ce que je sais, ce que je pense qu'il peut te représenter. Vas-y, j'écoute. Parce que moi, je t'ai connu en tant que recherchiste. Ouais. Fait que t'es recherchiste en télévision. Ouais. T'es créateur de contenu sur le web. Oui. J'ai de la misère à assumer ce chapeau-là, Okay. mais oui. OK. Ben, t'as été YouTuber? Ah, YouTuber, non. Non? Non, YouTuber, non. Ben, Tu sais, ce que j'ai fait sur YouTube, c'était beaucoup avec ma job à Toronto. Fait qu'au final, c'était une équipe télé qui créait du contenu YouTube. Quand tu te déguisais en... Justin Trudeau, Pierre Lapointe. Ben oui, c'était ça. Ah! Les moyens techniques qu'il y avait là-dessus, c'est pas moi qui faisais ça tout seul dans ma chambre. Je sais pas, moi! Il y avait de la réalisation, il y avait du make-up, il y avait des costumes, il y avait une équipe technique. Non, il y avait des moyens. Oui. Ah, c'était une équipe télé là, qui faisait du YouTube. Bon, là. Va-t'en d'ici. Merci. Regarde, tu vois, je suis excellent pour créer des attentes très, très hautes puis décevoir. On l'est tous un peu, peut-être. On l'est tous un peu. En même temps, c'est peut-être mieux d'être le contraire, mais tu te fais appeler sur un projet, ça donnera pas grand-chose, mais regarde, il est sympathique, puis là, finalement, tu leur sors la fin. Exact. Non, mais moi, tu sais, c'est ça, mon bagage, c'est télé. Là. Ouais, je suis capable de faire du web, je suis capable de faire de la création de contenu. Tu sais, tu me dis, t'es créateur de contenu. Je comprends que je crée du contenu un peu, mais c'est pas ça ma job. Tu sais, je travaille à temps plein en télé. Oui, t'as raison. Ce qui devient créateur de contenu, ça vient par-dessus. Résultat, je pense que si j'avais plus de temps, si je m'investissais plus là-dedans aussi pour comprendre un peu mieux ce job-là, probablement que je serais capable de faire du meilleur contenu et d'être plus stratégique. Ouais. En ce moment, je le fais un peu en mode pour le plaisir, mais avec un manque de temps. T'sais, pour moi, c'est une vraie job créateur de contenu, là. Puis c'est une job que tu ne fais pas, dans le fond. Que j'ai pas l'impression de faire comme il faudrait le faire. Je comprends. Ouais. Il faudrait que je m'investisse pleinement pour dire oui, je suis créateur de contenu. Tu sais. Ouais. À part de ça, tu es aussi animateur. Oui. Chroniqueur. Oui. Comédien. On peut-tu rentrer comédien aussi, j'imagine le syndrome de l'imposteur embarque. J'aime beaucoup ça jouer. C'est vrai que, mettons, si on parle du projet Mon Bro qui est sur le web depuis 5 ans pratiquement, oui, c'est du jeu. Je veux dire, je joue un personnage, là, je suis pas moi-même. Fait qu'on a un texte, c'est de la fiction et tout. En jeunesse, j'en ai beaucoup fait. Des sketchs, j'en ai beaucoup fait. Donc, oui, comédien. Mais encore une fois, j'ai l'impression que comparé à du monde qui a une formation en jeu, puis ils font ça de leur vie, puis comme c'est des passionnés, puis ils sont capables de travailler des personnages, j'ai pas l'impression d'avoir ce même niveau d'investissement que là. Fait que, ça vient vraiment d'une place de respect pour ce travail-là. J'ai du plaisir à le faire. Après ça, est-ce que je suis prêt à dire ouais, je suis un solide comédien? Pas encore. Mais c'est quelque chose que j'aime discuter aussi ici, c'est le fait que l'art, ça peut être créé ou être investi à différents niveaux. Moi, je peux jouer de la guitare chez moi et dire oui, je suis guitariste ou oui, je suis musicien, mais en même temps, je ne vais jamais non plus me prendre pour un guitariste connu. Là, je comprends. Un guitariste qui fait des tournées avec différentes personnes. D'avoir cette humilité-là. Ouais. C'est ça. Fait que tu peux être comédien peut-être sans tout. Mais je trouve qu'un comédien, c'est comme un peu plus difficile peut-être, mais. Ouais, je sais pas. Puis ça devient facile aussi de se comparer là, avec des gens qui ont full de bagages, qui ont un talent immense, qui ont peaufiné cet art-là, cette compétence-là. Rendu là, c'est sûr que tu te compares à côté puis tu te sens petit dans tes shorts. Là. Fait que moi, je préfère souligner le plaisir que j'ai à le faire. Je comprends. Puis le désir de continuer à en faire au lieu de dire « Ouais, moi, je suis ça ». Je comprends. Ouais.
Puis qu'est-ce qui t'a... On va revenir un peu aux bases, parce que avant d'entamer des discussions philosophiques et sur l'art et sur, dans ce cas-ci, sûrement la télévision et tout, qu'est-ce qui t'amène en télévision ou dans l'art? En fait, est-ce qu'on a nommé tous tes chapeaux ou tout ce que t'aimerais qu'on nomme, en fait? Je pense que oui. Après ça, il y a le côté conception, écriture que j'aime beaucoup. Pour moi, l'écriture, ça a toujours été un outil. Fait que oui, j'ai aussi le chapeau des fois de concevoir des affaires, d'imaginer des concepts, d'écrire des textes. J'ai écrit pour du cochon dingue un petit peu. J'ai écrit évidemment beaucoup pour mon bro en fiction. Ce que je faisais à Toronto, les trucs où tu te costumais, mais c'est ça. Ça, c'était des sketchs que j'écrivais, c'était des parodies que j'écrivais. Beaucoup de plaisir à faire ça. Fait que ouais, c'est une des cordes que j'aime aussi avoir à mon arc. Vraiment. Fait que ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Je pense que oui. En même temps, c'est aussi que pour moi, le métier, c'est pas seulement ce qui nous définit en tant qu'être humain. Fait que c'est pour ça que je trouve ça le fun de pouvoir comme piger dans plusieurs parties de ta personne puis dire, ben, en tant qu'individu, tu n'es pas seulement l'accumulation de tes métiers. Là. Oui, puis surtout, je rajouterais que des fois, ça devient difficile d'assumer un chapeau ou un métier quand tu n'es pas en train de le pratiquer en ce moment. Oui. Comment est-ce que je veux dire? Absolument. Mettons, une période où j'écrivais beaucoup plus facile de dire « ouais, je suis auteur ». Ou une période où j'étais vraiment plus à la télévision « ouais, je suis animateur ». Mais là, après ça, si pendant un temps, je suis pas vraiment dans les médias traditionnels, j'ai beau continuer à animer des trucs, mettons, sur le web, est-ce que je suis encore animateur? Est-ce qu'un humoriste qui fait pas de show pendant des années, il est-tu encore humoriste? Il y a comme toute cette affaire-là où c'est beaucoup dans le regard de l'autre aussi. Est-ce que tu entretiens cette affaire-là dans l'imaginaire des gens, dans ton domaine? Oui. Ça demeure une compétence que tu as. C'est pas parce que tu n'es pas en train de pratiquer ce métier-là que tu es plus compétent, mais dans le regard des gens, peut-être que tu ne l'es pas. Dans le sens, c'est pas ça que tu fais. C'est pas ça que tu es en train de faire. J'avais eu une conversation avec Biz à un moment donné. Ouais. Puis il m'avait dit, j'avais décidé dans ma tête que j'étais plus musicien puis que j'étais écrivain. Tu voulais éradiquer le côté musique, genre? Oui, ben que lui, il voulait. Okay, Biz, oui, c'est ça, c'est Biz qui me disait. Ouais. J'ai comme pris l'avion. C'était peu avant la sortie de leur dernier single avec le Colocasse. Puis il était comme, c'était très spécial de. Je prends l'avion, puis au doigt, on me demande c'est quoi mon métier ou qu'est-ce que je fais dans la vie. Puis pour la première fois depuis vraiment longtemps, j'avais répondu, je suis écrivain. En fait, pour la première fois, tout court. Et non plus, je suis musicien ou je suis rappeur ou quoi que ce soit. Puis c'était comme arrivé, je pense, la journée d'après qu'il s'était fait texter par un des autres gars de le Colocasse pour dire « Hey, j'ai une nouvelle idée de beat. » Puis ça lui avait justement apporté cette réflexion-là de dire qu'est-ce qu'on est, tu sais. Puis on le choisit, mais en même temps, là, je venais de dire quelque chose. Puis au final, en tout cas, tu sais, il y a une question de branding. C'est ça, il y a une question de branding, exactement. C'est quoi le branding que tu décides de te donner? Oui. Mais bref, qu'est-ce qui t'a amené en télévision initialement? Ou dans le domaine artistique? Je pense que ce qui m'a mené en télévision, c'est ce que je faisais au secondaire. Tu sais, les shows culturels, là. Bon, moi, j'étais dans une école full sportive. Puis j'étais le gars, probablement, on était probablement 2 gars dans mon année qui faisaient du culturel. Puis moi, j'ai beaucoup de plaisir à animer les galas de fin d'année. Fait que c'était un peu sous format sketch, mais tu le travaillais pendant des mois, il y avait une thématique. Là, mettons, c'était les années 80. Okay, mais là, tu crées des sketchs à partir de référents des années 80. Puis là, tout ça pour venir ponctuer un peu ce spectacle-là. Fait que tu deviens. Fait que ça a été mon premier contact avec un rôle d'animateur. C'était sur scène, évidemment, mais quelque chose de grisant là-dedans. Là. Ouais. De faire rire une foule. Ouais. Surtout à un si jeune âge, là. Tu sais, quand t'as fait du théâtre, mais que c'était plus des pièces, tu sais, peut-être un peu plus straight ou genre du Shakespeare, ou tu sais, c'était peut-être pas des pièces très, très drôles, d'ailleurs avec des sketchs qui parlent au monde puis qui font rire les gens. Il y avait quelque chose de grisant. Puis avec du recul, ce que je me rends compte, c'est qu'il y avait beaucoup d'idées de sketchs que j'amenais qui impliquaient une espèce de dimension audiovisuelle. Okay. Fait que beaucoup d'affaires de OK, ouais, on est sur scène, mais dans le fond, il y a une vidéo qui passe en arrière ou avec laquelle on interagit ou qui vient un peu compléter le sketch. Ouais. Fait que je pense que j'avais déjà une espèce de plaisir à faire de l'audiovisuel à ce moment-là avec les outils que j'avais. Puis après ça, ben, tu sais, pour être honnête, j'ai auditionné pour des écoles de théâtre parce que j'aimais ça jouer. Je me suis pris un petit peu tard. OK. C'est le genre de truc qu'il faut préparer pendant des mois. Puis moi, je pense que je me suis donné 1 mois et demi. OK. Ce qui fonctionne pas. Je suis quand même passé en deuxième audition pour le Conservatoire de Montréal. OK, fait que c'était comme au niveau cégep rendu là.
C'est après le cégep. Après le cégep, OK. Ouais. Puis en même temps, j'ai appliqué en télévision. Fait que j'ai pas été pris dans les écoles de théâtre. Puis après ça, j'ai été pris en télévision. Fait que j'ai déménagé. Puis ça a été le début. T'sais, pour moi, c'était clair. Je voulais créer de l'audiovisuel, je voulais animer, je voulais être là-dedans. Ouais. Fait que tu avais fait le volet recherche, écriture et animation au bac en télé? Oui. Okay. Qui est, à mon avis, le volet le plus fun. Pour ceux qui ne connaissent pas le bac en télé à l'UQAM, il y a le côté prod où il y a à peu près 20 personnes, puis il y a genre 6 personnes qui s'en vont du côté animation, écriture, concept. Fait que tu sais, c'est nous qui inventons les concepts, c'est nous qui faisons la recherche, le booking, après ça on anime. Fait que tu sais, si tu veux mon avis, le côté le plus fun, il est du côté créatif puis du côté livraison d'informations. Après ça, c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas envie de faire ça, il va vraiment préférer être dans la régie ou en train de manipuler une caméra. J'ai fait le contraire de toi. T'as fait le contraire? J'ai fait le contraire de toi. C'est-à-dire? Je suis allé en télé aussi, là, comme tu sais, mais le volet production, justement, pour comprendre tout ce qui se passe derrière. Oui, ben oui. Mais dans le but d'être animateur ou d'être devant la caméra et autres, tu sais. Ça, c'est spécial. Parce que je me disais, là, je vais tout comprendre. Fait que si je fais un podcast qui s'appelle La ruée vers l'or un jour, je suis capable de tout installer l'éclairage. Ouais. Tout, ça, c'est brillant. Ça, c'est brillant, surtout, je trouve, à notre époque où un peu, il y a la démocratisation des médias. Tu es capable, dans ce moment, de créer ton propre podcast. Moi, dans un matin, tu me dis, Phil, crée ton propre podcast. Je suis comme, moi, être capable de préparer l'entrevue. Ouais. Le micro, la caméra, ça marchera pas. Ouais. Ça arrivera pas, tu sais. Fait que bravo. De ce point, OK, bravo. OK, chapeau. Un mix des deux serait cool, tu sais. Ouais. Comme j'aurais aimé vouloir apprendre bien la recherche puis le booking alors que j'étais du côté production aussi, là, tu sais. Ouais. Il y a quand même des principes qui peuvent être le fun à comprendre d'un bord et de l'autre. Oui, puis mais en même temps, j'aurais envie de te dire peut-être que ça s'apprend bien sur le tas. D'où pourquoi, au final. T'as bien fait. J'ai fait ça. Mais dans le fond, j'ai vraiment pas là pour parler de moi de toute façon. Décision. J'aurais vraiment dû faire l'inverse. Non, j'aurais été malheureux. Restant c'est ça, j'aurais été malheureux. Ben oui. Ouais. Faut avoir un intérêt. Oui. Et des compétences. Oui, mais les compétences. Un minimum de talent. Ouais, ben ça se développe, j'imagine. Là. Oui, ben à toi de me le dire. À toi de me le dire si j'ai développé des compétences. Ben là, clairement. Je sais pas. Ben oui, t'as été capable. De toute façon, on n'est pas là pour vraiment parler de moi. Là. On peut. On change-tu de place? Ah ben non, on peut rester là. Non. C'était quoi les concepts que tu aimais développer, justement, en télé? C'était quoi tes intérêts ou les valeurs que tu voulais mettre de toi dans la partie, justement, conceptualisation? Parce que tu disais, justement, on fait la recherche, le booking, mais la partie écriture, justement, qu'est-ce qui peut transparaître à l'écran qui vient de toi, en fait? Je pense pas que c'est au bac en télé que j'ai eu l'occasion de développer les idées qui me ressemblaient le plus. Si je regarde, par exemple, les idées que j'ai mises sur papier dans les dernières années, qui vont peut-être voir le jour un jour, je pense que j'aime beaucoup l'aspect découverte. Il y a quelque chose de faire découvrir quelque chose aux gens. Fait que c'est sûr que le format magazine, le format documentaire, pour amener des réflexions, une analyse de notre monde, je trouve ça le fun. Après ça, c'est sûr que développer un projet comme Mon Bro, qui est de la fiction, qui est de la comédie, qui est de la niaiserie, il y a un message en arrière, il y a un propos, il y a un regard sur notre époque, sur la masculinité, sur les amitiés et tout. On aimerait ça l'amener, mettons, en série. Du moins, on avait cette idée-là ou cette espèce de rêve-là. Ben, on est quand même très loin du documentaire ou du magazine, mais ça fait aussi partie de moi, tu sais. Fait qu'il y a cette idée-là de divertir. Je trouve ça le fun de divertir, mais je trouve ça important aussi que dans un univers médiatique, on dirait que je ressens le besoin d'apporter quelque chose qui tire un peu le monde vers le haut. Je ressens ce besoin-là d'amener un minimum d'informations, de découvertes. Ça me parle. Pour moi, c'est comme une forme de mission. Là. Tant qu'à prendre la parole dans cet univers médiatique-là, pas nécessairement dans un rôle d'animateur, mais tant qu'à prendre la parole, point. Là, proposer un projet télé, arriver avec un contenu, c'est prendre la parole. Idéalement, j'aimerais ça que ça soit un peu utile. Puis je trouve que du divertissement, c'est utile. Oui. Mais c'est ça, j'ai comme besoin d'un genre d'équilibre. Fait que j'adore offrir du divertissement puis des niaiseries, mais j'ai aussi à cœur d'offrir quelque chose qui a de la substance, qui a du contenu. Ben oui, puis comme tu le mentionnes pour Mon Bro notamment, ça a bien beau être de la niaiserie. Je pense que tu fais découvrir quelque chose aussi, là, tu sais. Des types d'amitié ou des réflexions, du moins. Là. Exact. Ou du moins, s'il y en a qui le découvrent, tant mieux.
Je pense aussi que ça permet à d'autres personnes de se reconnaître, point. Oui. De se reconnaître dans, ben oui, moi, je suis comme ça, ou moi, mon amitié est comme ça, ou on stretch, là, on est dans de l'humour, on est dans de l'absurde. Fait qu'il y a plein d'affaires qui sont stretchées. Mais étrangement, il y a aussi beaucoup de gens qui nous ont écrit pour dire comme, ben moi, ça me fait vraiment penser à mon amitié avec mon meilleur ami. Ben oui. Fait il y a ça. Oui, ça fait découvrir des choses à d'autres aussi, qui font comme, ah ouais, ça peut être ça, une amitié entre deux gars. Mais oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ben, ça me tente qu'on parle de ce que c'est, en fait, mon bro, là. Ça doit faire 5 ou 6 fois qu'on en parle. Mon bro, c'est... Ben, soit je te laisse l'expliquer, mais ça me tente de m'essayer. Vas-y, ça m'intéresse. C'est 2 hommes qui ont une très forte amitié. Ouais. Il y en a un qui est hétérosexuel, l'autre homosexuel. Ouais. C'est des sketchs dans lesquels il y a beaucoup de quiproquos. Caroline, j'ai vraiment eu de la misère à dire ce mot-là. Quiproquo. Donc, c'est des sketchs loufoques qui ont le but de faire rire, de mettre souvent des malaises dans les situations. Ouais. C'est comme des micro-sitcoms. Ouais. D'une certaine façon. Ouais. Donc, comédie de situation. Ouais. Dans lesquelles les deux gars, d'une certaine façon, parce que c'est un peu dans la définition de sitcom, n'évoluent pas vraiment, dans le sens que, évoluent pas vraiment. Oui, c'est vrai. Tu sais, comme ils sont dans un endroit, puis l'endroit est généralement tout le temps le même. Exact. Pas évolue pas. Est-ce que tu as compris ce que oui, parce qu'au final, dire, tout ce qu'il y a eu comme évolution, c'est que je pense que le personnage de Tom a un chum à partir d'un moment. C'est à peu près ça. C'est la seule évolution. Tu sais. C'est comme la courbe narrative que à chaque épisode, c'est quelque chose de nouveau, mais dans un milieu qui reste semblablement le même. Ouais. Je pense que je le résume peut-être bien au niveau très technique, mais là, ça me tente plus de t'entendre le résumer au niveau personnel, au niveau intentionnel aussi. Ben oui, puis même au niveau technique, je rajouterais que c'est diffusé sur Instagram puis TikTok. Oui. Fait que tu sais, on est vraiment dans un thinking réseaux sociaux, on l'a créé pour ça. En même temps, si on avait vraiment voulu le réfléchir réseaux sociaux, on serait allé vers des trucs beaucoup moins élaborés, beaucoup moins léchés. Tu sais, on a quand même un vidéaste, on a un monteur, fait qu'il y a tout ça au niveau de la qualité qui, à mon sens, respecte pas vraiment ce que sont les réseaux sociaux. Il faudrait aller un peu plus vers la quantité, un peu moins vers la qualité d'un point de vue esthétique, au niveau de l'écriture, etc. On se donne un peu trop pour les réseaux sociaux, pour ce qui pogne sur les réseaux sociaux. Après ça... Mais, attends, je te coupe, là, mais de plus en plus, je tombe sur des micro-séries réseaux sociaux très, très, très bien réalisées, puis avec une esthétique et un visuel très propre. Là, est-ce que tu restes accroché? Oui. Dans mon cas, oui. Ben c'est ça. Tu vois, il y a un public pour ça. Il y a un public pour ce genre de contenu-là. Au final, les gens s'assoient devant des séries super longues puis ils regardent. Après ça, est-ce que c'est pour ça que tu vas ouvrir Instagram puis TikTok? Tu risques de vouloir consommer du contenu un peu plus rapide. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être pas l'idéal de faire des épisodes de 2 minutes et demie, mettons. Oui. Mais nous, on le fait parce que c'est ça qu'on a envie de raconter. Puis on le fait aussi parce que c'est sur les réseaux sociaux qu'on a l'espace pour le faire. Parce qu'au moment où on se parle, c'est pas les médias traditionnels qui sont venus cogner à notre porte pour faire comme venez nous raconter votre histoire en format plus long. Donc, c'est. Puis vous avez cogné aux portes aussi. Ben, cogné aux portes. On a mis quelque chose sur papier. On a rencontré 1 ou 2 boîtes de prod. On s'est jamais rendu à l'étape d'un diffuseur. Puis, tu sais, on avait même parlé dans un autre podcast. Mais oui, on nous a dit grosso modo que c'était peut-être quelque chose qui était un peu trop. On va résumer comme étant genre, si on était Netflix, on le prendrait, mais on est au Québec. Oui. C'est un peu ça qu'on nous avait dit. Du moins, c'est ça l'extrait du podcast qui était sorti sur les réseaux sociaux. C'est ça qu'on a intériorisé. C'est ça, exact. Fait que, ouais, tu sais, il y a cette dimension-là où on le sait qu'on est peut-être... Mais ça, on dirait que j'y adhère de moins en moins. Là. Je regarde des séries là, qui c'était quoi? C'était Gâté pourri, mettons, sur Crave, là, qui mettait en lumière une amitié de 3 filles, à peu près quoi, dans trentaine, quelque chose de même. On n'est pas si loin là, dans le type d'humour, dans ce qu'on raconte. On n'est pas si loin, là. Vraiment pas. Fait que je continue de croire qu'il y a de la place pour cette affaire-là. Après, c'est sûr que si j'étais Pierre-Luc Funk, peut-être que la série serait plus connue. Je comprends. Qui sait? Peut-être. Peut-être. Who knows? Invitez-le. Invitez-le. Ben, le pire, c'est que... OK, scoop. Dans notre imaginaire, Yann a quand même certaines ressemblances avec Pierre-Luc Funk. Fait que dans notre tête, ça n'a jamais été abordé, mais il a un frère jumeau non identique, puis c'est Pierre-Luc. Wow! Est-ce que Pierre-Luc le sait? Je sais pas s'il le sait.
Je sais pas s'il le sait. OK. Mais moi, je le connais pas. OK. Ben, je le connais. Je veux dire, on se connaît de vue, Pierre-Luc et moi, mais c'est sûr que Yann et Pierre-Luc ont fait beaucoup d'impro ensemble. Ah oui. OK. C'est deux bonnes machines d'impro, là. Fait que, puis ils ont comme une manière de bouger des fois qui est un peu similaire. Ils ont vraiment quelque chose dans leur manière de bouger. Vraiment. Oui, je vois vraiment ce que tu dis. Ils ont quelque chose. Puis si tu as la chance de les voir en impro, c'est du bonbon. Là. Okay. C'est vraiment des bons improvisateurs. Beaucoup d'admiration. Fait que oui, dans notre fabulation, il y a tout il y a des amis puis il y a de la famille autour de ces personnages-là. Puis là-dedans, il y a Pierre-Luc Funk qui serait le... Je comprends. Ouais. C'était dans votre two-pager de présentation. Là. Oui. Ouais, OK. Mais c'est parce qu'on dirait qu'on peut pas passer à côté de ça. Demain matin, on crée un frère jumeau non identique. Ça a comme pas le choix d'être lui. Je comprends. Surtout qu'ils ont une dynamique, ils ont quelque chose ensemble. Tu sais, ça serait trop payant. Puis on est dans une thématique de bro, fait que de bromance. Mais là, imagine, t'as comme le frère jumeau qui est un peu out, tu sais, qui fait pas tant partie de la vie du jumeau au profit d'un ami un peu ambigu. Tu sais, comme. Oui, il y a full de quoi ouais. d'un point de vue dramatique pour créer une jalousie. Mais là, ça, on est comme. C'est ça. On est dans des trucs qu'on voudrait faire, mais on n'est pas encore rendu là. Je comprends. Là, on est encore un peu du côté technique, mais là, tu viens de mentionner l'ambiguïté. Ouais. C'est quoi votre intention ou votre désir à travers ça? Parce que, bon, toi, Yann, vous êtes des bons chums dans la vie, j'imagine. Ouais. Pas juste des comparses de travail. Non, les comparses de travail, par exemple, je trouve que c'est ça qui a pris le dessus, malheureusement. Moi, des fois, j'aimerais ça, tu sais, qu'on ait le temps d'aller prendre une bière puis de chiller ensemble. Là, parce que oui, le projet a vraiment pris le dessus. OK. Au fil du temps. C'est comme la raison de vous voir à travers les années. Mais ça a débuté par une amitié, tu sais, une espèce de match de crime. On s'entend donc bien, tu sais. C'est donc le fun d'être ensemble. Fait que ça a commencé avec ça. Je comprends. Ouais. Puis là, pourquoi mettre autant d'ambiguïté? Votre style, en fait, il vous vient d'où? Le style, il vient d'où? Ça nous fait rire. L'ambiguïté, c'est super drôle. Je trouve. Oui. Je trouve ça drôle en vraie vie. Moi, j'adore l'ambiguïté. Genre, je suis fan d'ambiguïté. Après Mais là, tu viens de me dire ça veut dire que je me gênerais tellement pas, à partir de maintenant, avec toi, pour être ambigu, là. Ah, mais moi, j'adore l'ambiguïté, soit ambigu. C'est noté. Ambiguïté sous toute forme, là. Genre, tu fais bien ce que tu veux. Moi, je trouve ça vraiment drôle, une ambiguïté entre des gens, une ambiguïté dans un individu, une ambiguïté dans un propos. Je pense que ça m'amuse. Je pense aussi que j'ai peut-être un peu plus de facilité à naviguer ça que d'autres. Il y a des gens que ça va vraiment les figer. Ils vont comme fuir ce genre d'affaires-là. Moi, je trouve ça drôle. Okay. Après ça, il y a aussi comme une dimension dramatique derrière ça. Qui vient un peu plus du vécu de Yann par rapport à des amitiés, justement, qui étaient beaucoup dans l'étiquette de bromance et tout, mais qu'il y avait peut-être une ambiguïté en dessous. Donc, au final, de comme, tu sais, comment je dois me sentir là-dedans? Est-ce que c'est effectivement une amitié? Est-ce qu'il y a plus de sentiments là-dedans? Fait que, tu sais, je ne vais pas élaborer sur sa vie parce que je ne veux pas raconter son histoire tout croche, mais c'était une des prémices, c'était une des inspirations derrière cette série-là, en se disant, on a envie de mettre ça en lumière, en se disant que c'était un très beau tremplin dramatique, pas juste humoristique. Puis après ça, il y a l'ambiguïté au niveau de mon personnage, au niveau de Greg, au niveau de son orientation. Ça, je continue de croire que c'est à la fois drôle et important parce qu'il y a des gens dans la vraie vie que c'est ça. Dans le regard des gens, ils sont ambigus. C'est difficile de lire leur orientation sexuelle. C'est difficile de lire. Puis on est rempli d'a priori. On est rempli de un hétéro, ça doit être comme ça. Un gay, ça doit être comme ça. Fait que là, si un hétéro a des comportements ou des manières de parler qui sont comme ça ou des intérêts qui sont comme ça, ben là, on est donc bien confortable. Puis on sait pas. Puis, et pourtant, on veut mettre les gens dans les cases. Là, on veut. Ça, c'est... Tout le temps. Oui. Puis c'est même pas une affaire d'orientation. Non, c'est ça. Tout. Mais je pense qu'il y a un côté très humain à juste vouloir décoder puis ne pas être surpris. Là, tu mets quelqu'un dans une case pour savoir que tu seras pas surpris à ce niveau-là puis que sinon ça peut créer une forme d'anxiété ou quoi que ce soit. Je suis pas en train d'excuser le besoin nécessairement, mais un peu plus le décortiquer, bien entendu. Là. Ah oui, puis ça explique aussi l'inconfort de certaines personnes quand, par exemple, j'imagine qu'il y a 30 ans, il y a à peu près personne qui avait entendu la non-binarité, entendu parler de non-binarité.
ben voilà, il y a des gens qui sont très inconfortables avec la non-binarité. Ils sont pas capables de le comprendre. Ils ont besoin de mettre ça dans une des deux cases. Entre les deux, ça n'existe pas. Puis là, tu comprends? Donc, je pense que ça dénote un inconfort qu'on a avec quelque chose qu'on n'est pas capable de mettre dans une case bien carrée, là, tu sais, bien claire. Quelque chose qu'on comprend pas non plus. Là. Exact, mais après ça, pour comprendre quelque chose, t'as juste à t'y intéresser. Oui, c'est ça que j'étais pour dire, ouais. Mais c'est peut-être ça l'effort qu'on a de la misère à faire. Au lieu de vouloir absolument rentrer quelque chose dans une case, pourquoi pas poser des questions? C'est une piste de solution que je lance demain. Ouais. Juste s'intéresser, puis après ça, ben, je me dis, quelqu'un qui rentre pas dans une case, peu importe la case dans laquelle il rentre pas, ben, je me dis, si on s'y intéresse un petit peu plus à cette personne-là, peut-être qu'elle va juste se sentir mieux. Oui. Elle va peut-être juste se sentir mieux. Oui. Point. Pourquoi on fait pas cet effort-là? Ouais. Bon, là, on tombe dans l'éditorial puis la société, là, on est loin de là. Ouais, c'est ça. Mais, ben, des fois. Des fois. L'un sert l'autre. Ouais, fait que, voilà, c'est l'ambiguïté, ça m'amuse. Cool. Ouais. Nice. Puis là, Greg. Oui. Mais Greg, c'est ça, il est ambigu, là. Il est full ambigu, mais c'est super le fun parce qu'en même temps, Greg, il pogne, là, genre, il y en a, là, des compagnes, il y en a des partenaires. Féminines. Mais l'affaire, c'est que chacune de ces filles-là, probablement que, tu sais, ils se les pognent, sont un peu saouls, sont comme, j'ai envie. Mais après ça, ils se réveillent le lendemain et sont comme, oh, son Instagram, il est un peu whack. Oh, OK, ça, OK, ouais, non. Fait que probablement qu'ils sont confrontés entre l'image publique ou l'idée qu'on se fait de ce que devrait être un chum hétéro. Ouais. C'est ça, tu sais, dans notre imaginaire, tu sais, dans ce qu'il a vécu, puis je pense que c'est beaucoup ça, Greg. Réussit à séduire. On ne sait pas pourquoi, on ne comprend pas, mais réussit à séduire des filles. C'est jamais la partie qu'on voit, là, tu sais. C'est jamais la partie qu'on voit, mais probablement qu'il y a vraiment une touch. Il réussit. Il doit avoir quelque chose qui fait en sorte que comme ça pogne, puis les filles, ils tombent dans ses bras. Mais pas en longtemps. même temps, ben c'est ça. À un moment donné, il déchante, puis il correspond pas à ce que ces filles-là cherchent. Je suis quand même curieux de savoir où tu me diras, ben non, on n'en parle pas, mais dans votre univers à vous, est-ce que Greg se pose des questions? Je pense que Greg se pose pas de questions parce qu'il a grandi avec un meilleur ami gay. Puis pour lui, ça a toujours été chill. C'est correct. Là, genre, il n'y a pas d'enjeu avec ça. Tout est beau, tout est. Puis comme. Il est avec des filles. Fait que ça va. Peut-être que de ce point de vue-là, je m'inspire peut-être un peu beaucoup de mon vécu. OK. Où, tu sais, moi, ça a beaucoup été ça pendant plusieurs années. Dans le sens que, tu sais, j'étais en amour avec une fille pendant genre 5 ans de ma vie. OK. Puis à partir de là, quand on t'a jamais dit que ça peut être gris. Oui. Que ça peut être un continuum, que ça peut, tu sais, c'est pas tout noir, tout blanc, ben tu ou que ça peut changer du noir au blanc. Ou que ça peut changer, exact. Fait que tu finis par te dire, ben si je suis en amour, puis que je suis bien, puis que je suis attiré et tout, ben comme that's it, le dossier est réglé. Fait que j'ai beau être le gars qui fait du théâtre, puis je sais ce que les gens disent dans mon dos. Rendu là, c'est pas... Moi, je me posais pas de questions. Tu sais, pour moi, le dossier était réglé. Ouais. Mais c'est aussi parce qu'à un moment donné, quand on t'ouvre la porte à comme, ouais, mais ça se peut justement que comme l'attirance soit à 75%, à 50%, à 60%. Il y a tout ça qui est un apprentissage intéressant à faire, je trouve. Absolument. Réseaux sociaux, des formats 2 minutes. Dans votre cas, ça fonctionne bien? Oui, c'est très, très variable, en tout cas sur TikTok, mettons. Là, je pense que sur Instagram, on a un peu plus une crowd qui va vraiment écouter de manière un peu plus stable. TikTok, c'est comme des fois, t'es comme tabarouette, on a-tu fait tout ça pour ça? T'sais? Ça me tente qu'on parle peut-être un peu des plateformes, justement. Ouais. Ça se peut-tu que sur Instagram, les gens suivent mon bro, mais suivent aussi Yann et toi? Fait que là, tu vois pas juste un sketch. Comme tu vois pas juste une émission qui arrive dans ton feed, tu vois tes amis ou des gens que tu connais, animateurs, improvisateurs, que tu suis peut-être pour d'autres raisons, puis là, tu veux découvrir leur sketch et non pas juste l'émission. Tu sais. Ouais, ça se peut. Je pense aussi qu'on a un peu plus un réseau de partage là, sur Instagram, qu'on est peut-être moins bon
pour le faire sur TikTok. Là. Sur TikTok, on dirait que je me sens tout le temps un peu en retard, puis j'allume 3 jours plus tard. Ben oui, j'aurais pu le partager dans ma story TikTok personnelle. Peut-être qu'on est juste moins bon là-dessus. Instagram, par exemple, oui, on a un peu plus le réflexe. Il y a un épisode qui sort, on va le partager dans la story de mon bro, on va le partager dans nos stories personnelles ou comme un contenu ici et là. Pas systématiquement, mais oui, il y a peut-être un peu plus cette facilité-là à partager. Oui, je comprends. Donc, à donner de la visibilité à un contenu. Oui. Ça me tente qu'on reparle un peu du volet télé. T'as dit, la fameuse quote, si on était Netflix, on le prendrait. Ce contenu-là, là, on a parlé du contenu, on y revient un peu. On manque-tu d'audacité au Québec? Parce que là, tu as mentionné précisément au Québec, peut-être que ça pognerait pas et tout. C'est-tu de l'audacité qui manque? C'est-tu de rejoindre les jeunes qui manque? Est-ce qu'on manque d'audace? Je vais te poser la question dans le même sens que je trouve que généralement à la radio, on fait jouer du réchauffé ou des nouvelles tunes qui ressemblent à du réchauffé. Là. Du réchauffé, c'est comme, pour moi, c'est des tunes qu'on a entendues plein de fois, qu'au final, c'est les mêmes accords, mais tu as changé les paroles. Ça porte pas nécessairement non plus une intention artistique plus profonde que... C'est beaucoup du McDo, là, tu sais. Ouais. As-tu l'impression que c'est la même chose dans le volet télé? Peut-être au niveau fiction, vu que c'est de ça qu'on parle. Là. Ben, c'est sûr que si on parle de fiction puis qu'on parle d'audace, mon cerveau s'en va tout de suite vers une série comme Empathie, où je me dis, je pense pas que ça devrait être considéré comme audacieux. Ouais, OK. C'est excellent. Ouais. Je suis comme... Pourquoi en télé, des fois, on utilise le terme audacieux pour des affaires qui, au final, on a simplement fait confiance à des créateurs. On a fait confiance à une autrice incroyable. On a fait confiance à un réalisateur qui est d'un talent débile. On a fait confiance à des comédiens. Au lieu de comme se dire, on va aller prendre des évidences, ben non, on est allé chercher Benoît Brière, que, tu sais... On l'a beaucoup vu faire de la comédie, mettons, on l'a vu faire. Mais là, on va lui donner le rôle. Moi, je considère que c'est un des plus beaux rôles de sa vie à Benoît Brière dans cette série-là. Il faut voir ça. Il faut voir sa performance d'acteur. Puis il faut voir tous les moments, vu qu'il est schizophrène, il est beaucoup dans sa tête, tous les moments où on est juste dans un gros plan de sa face de même. Puis on est juste capable de tout comprendre ce qui se passe dans sa tête avec son regard, puis toute sa fragilité, puis tout ça. On dirait que j'en parle, j'ai des frissons. Je trouve vraiment que c'est d'une beauté incroyable. Après ça, pourquoi c'est audacieux d'aller dans cet univers-là, par exemple? D'aller dans la différence, tout simplement. En fait, de présenter un contenu différent. C'est ça que je voulais dire, moi, par le volet audacieux. Oui. Ben, tu sais, c'est ça. Il y a quelque chose d'audacieux. Le sujet, peut-être, est audacieux. Mettons, d'une série comme Empathie. On pourrait parler d'un Heated Rivalry. C'était audacieux aussi parce que c'est très érotique. C'est très... en plus, on est dans l'univers du hockey puis de l'homosexualité puis tout. Fait que là, oui, d'une certaine façon, c'est audacieux. Mais ça pogne. Oui. Ça a marché. Fait qu'on peut-tu arrêter de se dire que audace égale danger? Peut-être que audace égale réussite. Peut-être que audace égale, c'est comme ça qu'on va ramener du monde à la maison. Oui. À la maison, dans le sens, on va ramener le public québécois plus jeune qui a peut-être délaissé les plateformes puis les contenus québécois. C'est peut-être ça le chemin. Oui. Fait que ce qu'on appelle audacieux, des fois en télé, puis je le vois des fois dans des communiqués, là. Je reçois même des communiqués de presse, là, c'est une série audacieuse. Puis là, je suis comme... C'est galvaudé comme terme, au final. Ça devient galvaudé, je trouve. Vraiment, vraiment. Parce que je pense que les standards en télé, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont audacieuses. Alors que pour quelqu'un comme toi puis moi, oui, il y a bien des affaires qui sont audacieuses pour un standard télé. Mais un standard télé qui vise à parler à des gens qui l'écoutent déjà. Non, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais je suis pas d'accord avec le propos nécessairement, mais j'essaie de... c'est ça. De le comprendre, en fait. Il y a ce danger-là de se dire, au final, c'est audacieux pour qui? Peut-être qu'effectivement, pour ma mère, c'est sûr que les standards de qu'est-ce qui est audacieux, qu'est-ce qui est confrontant, qu'est-ce qui est révérencieux, j'ai pas les mêmes standards que ma mère puis mon père. Ils viennent pas de la même génération, ils ont pas écouté les mêmes médias puis ils sont pas exposés aux mêmes affaires que moi sur mon téléphone puis sur Internet. Fait que moi, il y a plein d'affaires que je vois passer sur Internet que des fois, je me dis pourquoi on voit pas ça à la télé? Pourquoi cette parole-là ne se voit pas à la télévision? Ne s'entend pas à la télévision? Oui. Si on a envie que ce médium-là, la télévision, existe encore, peut-être qu'il y a un apprentissage à faire du web. J'ai l'impression, au niveau de certains codes, au niveau de... Peut-être
de la liberté de création aussi. Là. Oui. Je retourne au mot audacieux, mais pour ne pas l'utiliser comme c'est utilisé présentement, mais je reviens au début des années 2000, là, des émissions comme La fin du monde est à 7 heures, ou N'oubliez pas d'allumer votre sécheuse, ou d'éteindre ou d'allumer, non? En tout cas, tu sais de quoi je parle. Oui, mais encore, j'étais pas le public à ce moment-là. Là, j'étais comme. Ben moi non plus, là, bien entendu. C'est pour ça que j'ai des petits lapsus. Mais t'écoutes ça, puis c'est absolument fantastique, la liberté de juste présenter un truc. Là. Puis je vais juste appeler ça un truc parce que c'était comme... Éclaté. C'est ça, c'était éclaté et c'était quelque chose de grand, mais c'était pas grand-chose. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Ah oui. Il y avait... Parce que je le dis avec la plus grande admiration et pas pour dire que c'était pas grand-chose au niveau d'une insulte. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je pense qu'il y avait cette idée de créer des moments. C'était de créer des moments télé. C'était des gens à qui on donnait une grande liberté. Peut-être qu'à ce moment-là, les diffuseurs étaient moins frileux. Peut-être qu'il y avait moins peur de ce genre d'affaires-là, tu sais, du direct. Je me souviens pas c'est qui. C'était-tu même Marc Labrèche qui faisait un peu une analyse du fait qu'il y a de moins en moins de direct parce que justement, peut-être que le direct est un peu plus risqué. Ah ouais? D'une certaine façon, ouais. C'est lourd aussi comme machine, dans le sens ça peut être lourd, quoique il y a des affaires préenregistrées que ça devient lourd aussi. Lourd, tu veux dire? Lourd en termes de machine, en termes de moyens de production. Mais en même temps, ça s'est toujours fait, là. Ça s'est toujours fait. Tu peux toujours te donner le moyen aussi. Là. Oui. Il y a quelque chose de magique dans le direct. Là. Ouais. Si tu te plantes, tu continues avec ce que tu trouves une façon de te rattraper ou de continuer. Là. Exact. Il y a quelque chose de super aussi dans les affaires qui vont pas bien. Oui. Quand t'es téléspectateur de quelque chose qui va pas bien, là, tu souris. Tu souris, mais t'es accroché. Tu restes là. C'est comme regarder un accident de char. Oui. T'as comme pas le choix. Tu peux pas juste passer à côté puis pas le regarder. Tu sais, l'accident de char, il faut que t'en causes un autre. Là. Non, idéalement pas. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Il y a quelque chose de captivant. Oui. Puis il y a quelque chose de cool aussi de voir comment soit l'invité, soit l'animateur, soit le chroniqueur, comment ils vont s'en sortir. Absolument, oui. Parce qu'il y a quelque chose de vrai là-dedans. Il y a une vérité là-dedans. Oui. C'est pas vrai que toutes les conversations, c'est pas vrai que tout dans la vie est bien calculé puis que tout va bien aller. C'est pas vrai. Ben, la télé devrait représenter ça. Ah, mon Dieu. C'est tellement des belles paroles. Je trouve. T'as-tu eu Claude Maher comme prof? Oui, il m'a peu enseigné parce qu'il était plus du côté production. Mais oui, on a échangé. Mais justement, il a fait les premiers bye-bye en direct et les derniers aussi. Là, mais qui est arrivé avec l'idée de... Ah, on va faire un bye-bye en direct. Radio-Canada était comme non. Puis il était comme, on va le faire. C'est débile tout ce qui peut se passer en direct. C'est débile. Mais ça crée des moments de magie. Oui. Ça crée des moments de magie. Je me trompe-tu? Le bye-bye, justement, ou comme ils font une espèce de faux détecteur de mensonges. Cet extrait-là, on l'a vu des centaines de fois. T'as Patrice Lécuyer qui joue Dominique Michel. T'as Dominique Michel qui joue, je sais plus, Michel Richard, je pense, ou je sais pas trop quoi, mais comme, tu sais, c'est tout du monde qui est en train de se roaster les uns à côté des autres en se jouant les... Je pense que c'était en direct, mais t'as l'effet de foule, t'as l'effet de direct, t'as l'effet de... Il y a tout ça qui vient créer la magie. Est-ce qu'on oserait ça aujourd'hui? Je le sais pas. On devrait le faire, Phil. Je sais pas. Ben, pour vrai, je trouve que la question se pose, puis ça se peut que la réponse, ça soit non. Ça se peut que non. Ça se peut que ce soit une affaire que... Hey, on essaye là, de créer, de retrouver la magie d'antan, mais ça se peut qu'au final, ça soit plus ça le bon format pour créer une magie comme ça. Oui, peut-être. Mais je pense que la différence dans ce cas-là va créer la magie, tout simplement. Le fait que ce soit juste différent tout court de ce qui se fait présentement, si on essaie de faire ce qu'on fait présentement, mais Colin, on est en direct. Juste ça, parce que t'as une nervosité en toi aussi. Là. C'est comme quand t'es sur scène, là, au théâtre, ou comme animateur, ou comme musicien. Hey, si tu te plantes, tu continues. Là. Puis, show must go on. J'ai toujours ressenti ça, puis j'ai entendu quelqu'un d'autre pour la première fois le dire, mais quand tu te plantes sur scène, il n'y a rien de plus humain. Là. Tout le monde peut s'identifier à toi à la seconde que tu fais une faute. Et là, soudainement, ça devient plus le fun. Autant pour toi, qui est comme, je suis humain, puis même pour eux, pour se voir en toi. Pour te trouver humain. Pour te trouver humain, exactement. Puis pas dire, il est ici, il vient nous faire sa conférence, son animation, puis il est poli, il est droit, il est tout polished. Là. Il est comme poli, mais on l'utilise pas de la même façon en français puis en anglais. Là, mais je suis comme, il en faut des fautes.
Il en faut des erreurs. Il en faut. Je suis full d'accord. Puis ouais. ça, non seulement pour le côté divertissement pour nous accrocher, mais aussi pour le côté représenter les gens à la maison. Oui. Parce qu'au final, ça devrait être ça. T'sais, le monde à la maison devrait se reconnaître dans leur télé, il devrait se reconnaître à travers une fiction, il devrait se reconnaître à travers leurs animateurs, il devrait se reconnaître à travers tout ça. Oui, je suis d'accord. Ça me donne qu'on parle de ton neveu. Et là, tu pars dans mauvaise affaire. Ça, c'est le genre de conversation de pré-podcast qui finissent par sortir demain. Non. Mais attends, OK, je vais revenir en arrière. Ouais. Je vais revenir en arrière un peu d'abord. Ouais. C'est parce que la raison pour laquelle j'ai repensé à ça, c'est parce qu'on parle de peut-être accrocher l'œil ou de... En fait, non, ton neveu, c'est pas la bonne... Mais mon neveu, dans le sens, c'est que c'est mon contact avec les jeunes, jeunes enfants. Il est tout jeune, là, il est encore au primaire. Là. Fait que c'est mon contact avec le monde de cet âge-là. Ouais. Puis ça m'amène beaucoup de questions par rapport à... On est quand même bien dans un podcast sur l'art. Ben, ça m'amène beaucoup de questions. Puis c'est un peu ça qu'on jasait avant de commencer. C'est que ça... On va pas le name drop, là. Non, ben de toute façon, il faudrait demander son consentement. T'as raison. Mais non, c'est ça, c'est que ça m'amène beaucoup de réflexions par rapport à comment on initie des jeunes à l'art, à tous les arts, à se faire raconter des histoires. On valorise beaucoup la lecture. Il va toujours y avoir quelque chose de noble dans la lecture, puis je suis 100% d'accord. Bon, attends, on va ramener vite. Je trouve qu'il y a d'autres arts aussi qui méritent d'être valorisé auprès des gens. Ouais. Mais là, on n'a pas mentionné durant l'enregistrement à quoi on fait référence. Là. Ben, c'est ça. En fait, je faisais référence au fait que dans cette grande sensibilité qu'on a de nos jours aux écrans, on est comme... puis je suis 100% d'accord. Là, on le voit, là, des jeunes qui sont scotchés à leurs écrans puis à des tablettes puis alors qu'ils ont comme 8 ans, 6 ans, puis t'es comme, mon Dieu, ça n'a pas de bon sens qu'à cet âge-là, ils soient déjà... Les mécanismes à l'intérieur de ces machines-là ont déjà réussi à nous brainwasher puis à créer une dépendance. Puis justement, quand t'as pas accès à cette dépendance-là, là, il peut y avoir des problèmes de plus qui se manifestent. Là. Dans le sens de ne pas avoir accès au... Non, mais je veux dire, si justement t'as développé une dépendance, là, après ça, aussitôt que tu l'as pas, ben, tu peux développer soit une agressivité, une impatience, et on l'a vu chez beaucoup d'enfants. Là. Oui. Fait qu'il y a, on mentionne qu'il y a l'importance de réduire le nombre de minutes ou le nombre de temps, là, mais toi, tu y vas plus dans la partie consommer de l'art visuel. Ça peut être important aussi. Oui. Tu sais, en fait, c'est parce que je comprends, mettons, les parents qui sont préoccupés à cette idée de asseoir leurs enfants devant la télé ou de leur mettre un iPad dans les mains. C'est sûr, j'ai un peu plus de misère avec l'aspect iPad dans les mains, mais je continue de croire qu'asseoir un enfant devant un film, quand même quelque chose d'important là-dedans. Juste pour apprendre à se faire raconter une histoire. Tu sais, cette réflexion-là part du moment où on était en souper de famille, puis que là, c'était un des rares moments où mon neveu, ma nièce pouvaient regarder un film, tu sais. Pendant le souper? Ben, pendant que nous, on finit de souper, les adultes, mais là, eux, on s'entend, ils ont fini de manger, fait que là, on les occuper. Bon, et voilà. Mais tu sais, ils sont pas si loin. Le film est en anglais. Le volume est pas fort, fait qu'ils entendent plus la conversation des adultes à côté. Puis là, je me souviens de m'être fait la réflexion de sont-ils vraiment en train de vivre une expérience cinématographique? Surtout qu'évidemment, on va pas leur laisser finir le film parce que c'est long. Mais c'est surtout que comme Oppenheimer a vraiment besoin d'avoir beaucoup de son, là, un audio très très fort. Là, ce qui brisait là, le... Exact. Pauvres enfants qui peuvent pas savourer Oppenheimer. Exact. Pauvre enfant de 8 ans. Fait que, non, c'était un film d'animation. Regarde, c'était un film pour enfants. Mais ouais, ça m'avait vraiment amené cette réflexion-là de comment trouver l'équilibre, mettons, pour un parent que je ne suis pas et que je serais jamais capable de critiquer le travail des parents. Ils ont toute mon admiration. Mais c'était comme ma question de comment tu trouves un équilibre en tant que parent entre cette idée-là de j'ai pas envie qu'ils deviennent des patates devant un film, devant un écran, devant une télé à tout bout de champ. J'ai pas envie qu'ils deviennent un espèce de cerveau en compote devant des mécanismes de genre de simili-loterie à travers des jeux sur un iPad ou sur un téléphone. Mais en même temps, comment tu les sensibilises
Alors, parce que je me dis, si tu vois jamais un film au complet qui est en anglais, puis à cet âge-là, tu comprends pas l'anglais, que le son est pas assez fort, que t'es pas investi dans l'histoire et dans l'art. Ben, au final, ça devient des images qui bougent. Mm-hmm. C'est juste des images qui bougent. Fait que tu rejoins-tu ton objectif de comme qui ne deviennent pas brainwashés par des images qui bougent puis des grosses couleurs? Puis je me dis, on parlait d'Empathie, la série Empathie, il n'y a pas longtemps. Mais si je ne me trompe pas, une des intentions de Florence Lompré avec cette série-là, c'était justement de développer une empathie chez les gens parce que la fiction a ce pouvoir-là. Le pouvoir de créer de l'empathie chez les gens. Tu vois des gens qui ont des troubles de santé mentale, qui ont même commis des crimes dans la série comme Empathie. On est dans de la fiction toujours. Ben, on dirait que ça vient mettre plein de choses en perspective, puis tu as une forme d'empathie pour ces humains-là. Ben, je me dis, se faire raconter des histoires étant jeune, quand c'est des films, ça va être des films pour enfants, ça n'a pas moins de valeur. C'est comme un K-pop Demon Hunters, et les gens et les adultes, ils regardent ça de haut. C'est un maudit bon film. Genre, c'est bon, là. On peut pas regarder ça de haut. Il y a des bons gags, c'est une bonne histoire. T'sais. Fait que il faut valoriser, à mon sens, ça, puis l'encadrer d'une manière pour que le jeune, il se fasse réellement raconter l'histoire, tu sais. Fait que je parlerai de ça avec ma soeur puis mon beau-frère. S'il tombe sur l'épisode avant. Ouais, c'est ça, exact. Juste parce que, ben, c'est juste, je trouve ça précieux. Je trouve ça important. Oui. C'est une des manières de découvrir l'art puis d'apprécier l'art. Ouais. Je vais faire un parallèle avec les réseaux sociaux, étant donné que tu parles d'un film, donc c'est vraiment du contenu long puis de se faire raconter une histoire pendant potentiellement longtemps. Ouais. C'est quelque chose qui est comme important de réadapter au web. Tu sais, je pense à des formats YouTube qui redeviennent peut-être de plus en plus longs aussi. Je pense que, en tout cas, autour de moi, il y a comme une vague de on écoute du contenu rapide. Ouais. Puis soudainement, hey, je suis de retour à écouter des longues vidéos YouTube, des fois des longs documentaires, mais qui sont diffusés sur YouTube. Au final, c'est juste la plateforme. Y a-tu comme un plus grand tort à faire quelque chose de plus long? Là, je parle pas nécessairement de se rendre à Oppenheimer, là, mais... Non, ouais. Puis il y en a des films qui sont longs maintenant, là. Les films sont rendus longs, là. On dirait que les réalisateurs sont pas capables de faire des choix. Ouais. Donc, comme, bon, dans le fond, on va bien le faire à la longueur que je veux. Mais pour en revenir à ta question, si une histoire demande ce temps-là pour être racontée, c'est bien la beauté de notre époque aussi, là. C'est que YouTube va pas te mettre une limite de longueur. Netflix t'en mettra pas non plus, là. Après ça, il y a des incitatifs financiers, budgétaires à un moment donné pour réduire. Tu peux peut-être pas faire... c'est sûr que si t'as le budget de Stranger Things, ça va bien aller. Tu es capable de raconter beaucoup de choses longues. Mais mettons ton neveu, là, ta nièce. Là. Si, mettons, au lieu de se faire mettre devant un film de, on va dire, 1h30 puis qu'il en écoute juste le 30 minutes, si, mettons, il avait été mis devant les Teletubbies, ça t'aurait-tu moins fâché? Ben là, c'est sûr que... Là, je vais faire quelque chose d'absurde, mais tu comprends le sens de ma question. Puis j'ai une haine profonde pour les Teletubbies. Fait que c'est sûr que t'as pas nommé le meilleur exemple. Ah, j'étais le public cible des Teletubbies, puis j'ai trouvé niaiseux. J'ai trouvé cave. Il vous demandait tout le temps de tout répéter 2 fois. Il y avait une parade d'animaux, puis il était comme encore. Puis même moi, je trouvais ça il y avait même le même niaiseux. épisode qui jouait toujours back-à-back. Ah, c'était insupportable, les Teletubbies. OK, ben c'est pas un bon exemple. Je voulais aller avec quelque chose d'absurde. S'il avait regardé 3 épisodes des Teletubbies à la place. Ouais. Ou de Pokémon. Ouais. Hey, moi, quand j'étais jeune, je tripais Pokémon. Peu importe, ouais. C'est mieux? Ben, c'est parce que ça tu demeure... comprends le sens de ma question, là, tu sais. Ben après ça, c'est quoi? C'est une question de on assoit un enfant devant un écran combien de temps? Je suis pas assez expert de la question. C'est peut-être au niveau... Parce que tu parlais de raconter une histoire, puis je trouve que c'est comme quand même un aspect intéressant de la chose, là, de compter. Mais ton point, c'est... Ils se sont pas fait raconter une histoire assez longtemps ou ils se sont pas fait raconter une histoire assez longue? Ils se sont pas fait raconter une histoire au complet. Au complet, c'est ça. Je trouve que quand t'as pas le son déjà, ou comme que le son est pas assez fort, non, mais ça, je suis d'accord. Il manque des bouts d'histoire. Oui. Si on arrête le film, on te la raconte pas. Je trouve que on n'est pas en train de valoriser
cette histoire-là. On n'est pas en train de dire ça, c'est une bonne histoire. Ça, c'est une histoire qui mérite ton attention. Il y a un début, il y a un milieu, puis il y a une fin. Si on te montre pas à la fin, ou on te montre. Je trouve ça. Je trouve pas qu'on est en train de montrer à un enfant c'est quoi un film, c'est quoi une histoire, c'est quoi une courbe, c'est quoi des émotions, te faire voyager à travers des émotions. Je trouve qu'on n'est pas en train de leur montrer ça. Là, moi, je viens d'avoir un petit doute dans ma tête. Là. Je me dis, depuis tantôt, on parle d'un aspect très précis, là, d'une anecdote très précise. Ouais. Mais mettons que c'est la seule famille au Québec. Mais c'est ça que j'étais pour te poser comme question. Je suis sûr que oui. Je suis sûr que oui. Oui, parce qu'il y a cette sensibilité-là aux stimulations, aux excès de stimulation. Puis pour vrai, tu regardes les films que nous, on voyait quand on était jeunes, là, du Disney, là, les couleurs étaient pâles en maudit. Là. Puis maintenant, les films, là, les couleurs, man, c'est bright de même. Tout bouge tout le temps vite. Oui, puis ça bouge. C'est dans ta face. Là. Fait que je peux comprendre cette préoccupation-là des parents d'over-stimuler leur enfant avec des images et tout. C'est pour ça que quand, mettons, Passe-Partout est arrivé, le nouveau Passe-Partout, là, il y a beaucoup de parents qui étaient comme wow, OK, fou, ça détonne. Là. On dirait qu'il y en a qui étaient contents d'asseoir leur enfant devant quelque chose avec un rythme beaucoup plus calme, des couleurs pastel, quelque chose de plutôt sobre versus des grosses animations bien punchées. Là, ce que je veux dire, je sais pas à quel point c'est vrai, mais j'ai vu ça quelques fois là, sur les plateformes de, mettons, une mère qui a commencé à mettre son enfant devant des émissions des années 90. Au lieu de Pat' Patrouille. Désolé ceux qui travaillent sur Pat' Patrouille, mais je veux dire... C'est un bon divertissement. C'est ça. Mais que justement, il devenait plus calme, il devenait plus attentif à des trucs comme dans Sesame Street et autres, que justement, la couleur n'est pas artificielle, il n'y a pas des mouvements tout le temps. Je suis même prêt à dire que des émissions comme Bob l'éponge qui sont quand même flashy, il y a un peu plus un trait humain donné au crayon, il y a quand même plus de... sûrement de lenteur, mais j'écoute pas Pat' Patrouille, fait que je peux pas comme affirmer. Il y a un niveau de réalisme. Oui, c'est ça. Plus tu rajoutes du mouvement, du 3D, quelque chose qui bouge très vite versus vraiment un dessin animé, c'est sûr ça a sûrement un impact cognitif différent, je peux pas croire. Quelque chose qui bouge plus lentement, quelque chose qui est un peu plus statique, des couleurs qui sont moins criardes. C'est sûr, là. Ça me semble évident que ça a un plus petit impact cognitif. Ou peut-être un meilleur. Oui, meilleur. Après ça dépend parce qu'il y a des moments où c'est super le fun, c'est bon d'être stimulé, c'est bon d'être... Oui. Fait qu'après ça dépend du contexte, ça dépend de la quantité d'exposition à ça. Oui, définitivement. Ça me tente qu'on parle de la recherche que tu fais pour des émissions. Oui. Parce que j'ai comme croyance que la discussion, c'est un art. OK. Dans le sens que discuter, puis de se permettre je veux dire, comme de discuter de nos connaissances, mais d'entrer en conversation avec quelqu'un d'autre, c'est généralement pour faire fleurir ou faire mûrir des réflexions. Fait qu'il y a quand même une intention derrière. D'où pourquoi je me dis c'est peut-être un art d'être capable de faire discuter les gens ou sur un plateau de télé de développer quelque chose, une discussion dans le fond qui peut être écoutée par d'autres personnes. Là, tu sais. Comme présentement, là, mais je veux dire, suis-je un artiste du podcast? Qui sait? Est-ce que je fais partie de ces artistes-là? Mais je me demandais, étant donné que, t'es recherchiste, t'en fais la job de discuter avec les gens, de trouver des gens qui peuvent être intéressants pour le propos. Oui, puis de préparer aussi des entrevues. Oui, c'est ça. D'où ça aussi que la partie de le processus, là. Oui. Qu'est-ce que t'aimes là-dedans? Qu'est-ce que j'aime là-dedans? Oui. Je trouve ça le fun ce que tu dis parce que je m'étais jamais dit que la discussion pouvait être un art. Je trouve que l'entrevue, c'est un art. OK. De ce point de vue-là, parce que. Mais c'est vrai que t'enlèves, une entrevue, ça implique nécessairement l'idée d'un média qui est rattaché à ça, là, que ce soit une entrevue écrite ou balado, filmée. Est-ce que la discussion est un art? Je pense que ça peut l'être aussi, parce que même s'il n'y a pas de visée communicationnelle de faire sortir quelque chose pour le communiquer à un public, est-ce que tu peux quand même, toi, vouloir faire émerger quelque chose d'un échange puis d'une discussion? Fait que oui, full d'accord là-dessus. Mais définitivement, l'entrevue, je trouve que c'est un art. OK. Des bons intervieweurs, là.
bien préparés, là, qui ont des méthodes, qui ont des stratégies, qui sont capables de... Déjà, là, je trouve qu'une entrevue à la base, quand tu y penses, là, toi puis moi, en ce moment, c'est pas pareil parce qu'on se connaît. Non. Ouais. Mais une entrevue que tu connais pas la personne... Moi, j'ai toujours, à chaque fois que je m'en vais faire une entrevue, là, on dirait que je suis comme, faut vraiment là, que je me bâtisse une petite confiance à l'intérieur de moi parce que je suis comme, je m'en vais poser des questions à quelqu'un comme si j'étais son meilleur chum. Ouais. Puis des fois, c'est tout dépendant de la teneur de l'entrevue, c'est aussi des questions que tu poserais pas à quelqu'un que tu rencontres pour la première fois. Ouais. Des fois, ça peut être des questions intimes, ça peut être des questions. Tout ça est justifié par la machine médiatique, tu sais. Oui. Mais ça, là, il y a quelque chose là, dans mon espèce de besoin d'authenticité puis de vérité. Là, je trouve ça toujours un peu spécial. Je ressens comme le besoin de créer un lien pour vrai. Tu sais. Je ressens comme vraiment le besoin de créer un espace de confiance pour vrai. Sinon, je me sens comme un maudit voyeur qui pose des questions qu'il ne devrait pas poser. Tu sais. Oui, oui. Fait qu'il y a cette affaire-là où je trouve que dans l'art de l'entrevue, il y en a qui sont particulièrement talentueux pour créer ce lien-là, créer cet espace de confiance. Il y en a des fois qui ont une approche plus journalistique, donc créer la confiance, créer le confort, mais en même temps garder une distance qui fait en sorte que je suis capable de te ramasser dans le coin, tu sais, un peu en hot seat, là. Ouais. Fait que tout ça, je trouve que c'est des talents très, 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 très particuliers. C'est vraiment un art qui se peaufine. Okay. Pas sûr que Penelope McQuaid, là, qui fait là, de la radio puis des entrevues là, à toutes ces journées depuis des années sur Ici Première, pas sûr que tu la ramènes il y a 10 ans, même quand elle avait son talk show de fin de soirée. Je suis sûr que son art s'est peaufiné. Oui, je comprends. C'est sûr et certain. OK. Puis elle est, tu sais, c'est ça, c'en est une que j'aime beaucoup, je la trouve vraiment bonne, je la trouve pertinente. Je l'ai vue travailler un moment donné, puis comme, elle a des notes, puis comme, elle est capable de dire, ouais, mais après entrevue, t'as dit telle affaire, blablabla. Je trouve ça, là, je trouve ça agile, là, j'adore ça. C'est-tu manipulateur? Animé, poser une entrevue, oui, je pense que ça peut être 100% manipulateur, mais je trouve que c'est le côté positif d'être manipulateur. Oui. Parce que tu veux faire émerger quelque chose. Oui. OK. Et au final, tu veux mettre le sujet en valeur, tu veux mettre la personne en valeur. Moi, j'ai pas du tout de malaise avec le côté manipulateur d'une entrevue. OK, ouais. En autant que ce soit bien fondé, en autant que ce soit pour le bien du sujet. Que de l'intention soit bonne derrière. Là. Ouais. OK. Parce que toi, en tant que recherchiste, des fois, j'imagine que tu dois passer des appels puis que là, c'est peut-être plus difficile de créer un lien. Si tu rencontres quelqu'un, je pense, en tout cas, à mon expérience, c'est plus facile de créer un lien avec la personne puis d'être comme... Que versus faire une pré-entrevue téléphonique. Une pré-entrevue téléphonique. Toi, ça t'arrive souvent de devoir faire des pré-entrevues au téléphone puis comment est-ce que c'est d'inviter la personne dans le concept aussi. Là. Ouais. C'est quelqu'un qui était... Tu parlais de, justement... La raison d'une discussion, d'une entrevue, des fois, c'est justement la machine médiatique. Mais là, c'est comme tu vas chercher quelqu'un puis tu l'invites dans la machine médiatique. Mm-hmm. Je sais pas exactement sur quel projet tu travailles. Fait que peut-être que mon exemple est vraiment pas bon avec ce que tu fais. Ben, si on parle mettons, de pré-entrevue. Oui. Ben, j'en ai fait pour Bonsoir, qui était un talk show qui existe encore là, sur Ici Télé pendant l'été. C'est juste de la TV. J'ai travaillé là-dessus pendant 6 ans. J'en ai fait en masse des pré-entrevues parce que souvent, on recevait un invité. Oui. Est-ce que c'est plus difficile de créer un lien quand on n'est pas face à face? C'est un peu ça ta question? Oui et non. OK. Il y a quand même quelque chose dans l'auditif. C'est pour ça d'ailleurs que les balados fonctionne bien, puis il y a une espèce de petite fibre émotive dans le fait d'écouter des balados. C'est que quand il y a juste l'audio, ça a un impact. On dirait que c'est comme relié directement sur le cœur. Fait qu'à la limite, il y a quelque chose de vraiment pas mauvais dans le fait de faire une entrevue, une pré-entrevue, juste à l'audio. OK. Après ça, ce qui est un peu particulier dans mon cas, c'est que il y a des personnalités qu'au final, moi, mettons... Quand je pense à une Julie Le Breton, j'ai fait un moment donné une pré-entrevue de 45 minutes où elle me parlait de tout ce qui l'avait marqué d'un point de vue culturel. C'était pour une émission qui s'appelait Au Bar Central. Oui. Ben, tu sais, elle me parlait de tout ce qui l'avait forgé d'un point de vue culturel.
veux pas, tu t'ouvres là, aux recherchistes là, pendant cette discussion-là, puis c'est trippant, puis t'as l'impression... Moi, j'avais l'impression de bonder avec elle, tout comme avec plein d'autres invités. Mais au final, Julie, je pense que ça m'est arrivé 2-3 fois de faire des pré-entrevues avec elle. Elle a aucune idée de quoi j'ai l'air. OK, oui. Je la croise, là. Ça m'est arrivé plusieurs fois de la croiser. Je vais pas aller faire « Hey, salut, c'est avec moi que t'as fait une pré-entrevue il y a 1 an et demi. » C'est comme, moi, ça crée une drôle de relation un peu déséquilibrée parce que moi, je connais beaucoup l'invité. On prend l'exemple de Julie, mais ça pourrait être la même chose avec Kim Thuy, avec... ça crée une drôle de relation où moi, je connais beaucoup la personne. La personne te connaît pas. La personne me connaît zéro. Elle sait même pas de quoi j'ai l'air. Fait qu'il y a ça des fois qui me frappe dans l'espèce de déséquilibre relationnel que ça fait. Oui, je comprends. Ouais. Mais c'est une chance incroyable aussi d'avoir accès à ces artistes-là qui sont incroyables. Ben, artistes ou autres, là, tu sais. Moi, je me rappelle avoir déjà travaillé en recherche pour une autre émission d'Urbania, justement, puis les invités arrivaient, puis ils savaient pas que moi, c'est pas moi qui faisais les pré-entrevues, mais j'écoutais toutes les pré-entrevues. Puis là, finalement, moi, je connais leur vie au complet, puis moi, je suis juste le gars qui marche à côté d'eux, puis ils ont aucune idée. Exact. C'est comme spécial. C'est peut-être même plus spécial quand l'individu est pas une personnalité. Parce que comme la personnalité, mettons, publique peut avoir mentionné des bribes ailleurs puis que t'as entendu ça. Là, soudainement, c'est comme 2 inconnus, un à côté de l'autre, mais il y en a un qui connaît comme toute la vie de l'autre. En tout cas, je partage un peu le côté spécial, puis pour pas rentrer en fait dans l'aspect voyeur de la chose. Là, c'est comme, oh mon Dieu, j'ai des détails sur ta vie. Ouais, puis là, tu sais, c'est pas nécessairement la vie personnelle. Tu sais, moi, ça m'intéresse pas tant, là, les petits détails de l'intimité et tout, c'est pas tant ça, mais reste que t'as accès à l'histoire de cette personne-là. T'as accès à ses états d'âme, à ses réflexions, à ce qui l'a marqué, à ce qui l'a forgé. Fait que je trouve ça riche. Là. Moi, j'aime ça vivre à travers les autres. J'aime vivre ce que je pourrais jamais vivre. Ah oui. Fait que je trouve que, tu sais, pour en revenir un peu à cette idée d'entrevue puis de discussion et tout, de faire émerger des affaires qu'est-ce que tu as vécu, toi? Ben, si tu me le racontes, je suis un peu en train de le vivre, tu sais, puis j'ai pas besoin de le vivre concrètement. Je suis en train de retirer tes apprentissages, tes réflexions. Je trouve ça d'une giga richesse, tu sais. Je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que j'ai eu une expérience un moment donné que j'ai rencontré quelqu'un comme dans un centre d'escalade. Là, on se connaissait pas. On a entamé une discussion. On a jasé pendant, je pense, 3 heures non-stop. On se connaissait pas, là. Ça, c'est hot. On s'était même pas dit nos noms avant, je pense, avant 2h30, là, tu sais. Le genre de truc qui arrive en voyage d'habitude. Exact. Ouais. Et là, à la fin, complètement, j'y ai dit, notre discussion m'a fait voyager à soir. J'avais l'impression d'être à des kilomètres et des kilomètres de chez nous, alors que j'étais genre à 3 kilomètres de chez nous, là. Mais justement, c'est beau. Je partage beaucoup l'idée que, mon Dieu, ça appartient au voyage, ça appartient à quelque chose d'autre. On était comme dans une bulle, puis, mon Dieu, j'étais plus là, tu sais. Ouais. C'est super beau, je trouve. Je vais revenir à C'est juste de la TV. Oui. C'est juste de la TV, c'est une émission à la télé qui parle de télé. Un peu comme moi quand je reçois des artistes. Je suis curieux d'en apprendre sur le processus, puis sur l'intention créative, artistique de tout ça. Ouais. Pourquoi C'est juste de la TV a sa place comme à la télé, tu sais? Pourquoi faire une émission qui discute de d'autres émissions et justement quand ils reçoivent des créateurs de parler du processus puis de parler de tout ça? Pourquoi faire ça? Ben là, évidemment, je ne suis pas le créateur de cette émission-là. Ça existait... là, c'est quoi? C'était la 19e saison. Mais tu as été recherchiste, donc tu as quand même vu pendant 6 ans? Oui. 5 ou 6 ans? J'ai été 6 ans quand même dans cette équipe-là. Tu as quand même vu, ben moi je l'ai été pendant 1 an, c'est là qu'on s'est rencontrés. En pleine pandémie. Oui. Mais bref, je te pose la question à toi parce que tu as quand même vu ce processus-là d'inviter des gens à parler de leur processus. Parce que ça fait beaucoup trop de fois que je dis le mot processus. Mais pourquoi faire ça, dans le fond? Puis je me suis dit pourquoi, mais moi, j'adore ça, là. Parce que je dis pas ça de façon hautaine de ça sert à rien. Là, non, c'est pas ça que j'ai compris non plus. Pourquoi? J'aurais envie de te dire que ça part d'une place d'amour. Les gens aiment leur télé, donc ils ont comme envie d'en parler. C'est un show qui permet ça, qui permet un peu, à la limite, la conversation que tu aurais à la machine à café,
ben là, c'est Nathalie Petrovski, Alex Perron, puis Brian Odette qui sont en train d'en jaser, tu sais. Avec leur perspective, évidemment, de gens qui travaillent dans les médias, qui ont un regard critique et tout. Fait que je dirais d'abord et avant tout pour ça, pour le plaisir, pour l'amour qu'on a pour ce médium-là, pour l'amour que les gens ont pour leurs émissions. Puis je rajouterais l'aspect critique. Ah oui, l'importance de quand tu aimes, je pense aussi qu'il faut que tu critiques. Fait que tu peux pas juste dire c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Faut aussi que tu pointes ce qui marche moins bien. Juste parce que sinon, on va toujours s'auto-congratuler. Je pense que c'est sain aussi de faire comme ah, tu sais, ça là-dessus, on dirait qu'il y a quelque chose qui marche pas dans le rythme ou on dirait que la colle fonctionne moins. Pourquoi? Est-ce que ça aurait dû être un show de 30 minutes au lieu de 60? Est-ce que, tu sais, bon, ce genre d'affaires-là, juste pour. Ça permet aussi un peu d'éduquer d'une certaine façon le public à la maison. J'ose croire. Oui. Si toi, en tant que gars... Mais c'est à lui que je pensais, en fait. Moi, c'est ce genre de concept-là, ça m'intéresse et j'espère qu'il y a des gens dans le public que ça intéresse. Là. Tout comme mon émission, là, quand je reçois un artiste, j'espère qu'il y a des gens qui sont comme, mon Dieu, c'est tellement le fun de l'entendre parler, mais je me considère en tant qu'artiste, donc bien entendu que moi, ça m'intéresse. Mais les gens à la maison... Est-ce que ça les intéresse? Est-ce que ça les intéresse? Mais en même temps, je veux dire, c'est juste la TV... serait plus là si personne l'écoutait, mais exact. Puis tu sais, je pense que c'est l'émission la plus regardée sur Isart TV. Là. Fait que. Ah oui? Ben, je suis pas mal sûr que oui. Okay. Ouais. J'ai pas les chiffres, là, mais je le sais que ça pogne, c'est juste de la TV. Là. OK. Fait que, c'est parce que c'est toi qui es là. Ah, je me dire, pas sûr que les gens savaient que le gars, il faisait des dossiers de recherche en dessous. Là. Je pense pas que les gens le savaient. Mais oui. Mais tu comprends le sens de mon questionnement. Là. Ouais. Est-ce que les gens, ça les intéresse? Des fois, je le sais pas si les gens sont tant que ça intéressés par les... j'allais dire les coulisses. Par les dessous. Ouais. Par les réflexions en dessous d'une œuvre, d'un show de TV, d'un contenu médiatique. Je sais pas si les gens ont tant que ça envie de se poser des questions là-dessus. Je pense que les gens ont envie de consommer, d'abord et avant tout, le résultat final. Fait que je suis pas prêt à dire que les gens ont tant que ça le goût. Okay. J'aurais envie de dire, par exemple, que les gens ont tant que ça le besoin. Je pense qu'on a besoin de mieux comprendre les médias, point. OK. Vraiment. Les médias, pas juste... Les médias. Okay. Moi, pour vrai, là, la première fois que j'ai commencé à avoir des cours de communication puis de médias au cégep, là, j'ai comme fait pourquoi le commun des mortels, c'est pas ça? Oui. Parce que ça te donne vraiment des clés pour... de compréhension humaine, ça te donne des clés de compréhension, 100%. Pas juste, là, on parle de niveau médiatique, mais beaucoup plus que ça aussi. Hein. Ça permet de mieux comprendre le message que les médias essayent de t'envoyer. Puis ça fait aussi en sorte que, je pense qu'on l'a vu beaucoup avec la pandémie, des gens, par exemple, puis je sais, moi, il y a un de mes amis qui est réalisateur qui a travaillé tout comme moi sur plein de productions télé. Bon, ben... Tu parles de quelqu'un que je connais? Non, je pense pas. OK. Il se faisait dire par je sais pas trop qui, un genre de... Ben oui, vous autres, on sait bien, là, en télé, le gouvernement, il vous dit de faire ça, puis il vous dit de dire ça, puis tout, puis tout. Et souvent, ce que lui, il répondait à ces gens-là, c'est un genre de comme, je sais pas comment dire ça, mais j'ai été dans beaucoup de meetings de télévision, puis il n'y a jamais eu personne du gouvernement autour de la table, puis on faisait bien ce qu'on voulait. Fait que, quand c'est une machine, une espèce de boîte noire qui est comme tellement loin de toi, tu finis par comprendre, je pense, les messages un peu tout croche. Puis, ou à l'inverse de penser qu'il y a un message quelque part, puis qu'il n'y en a peut-être pas. Puis qu'il n'y en a pas. Ouais. Puis qu'au final, c'est des humains qui sont en train de te faire un show de TV. Et c'est applicable pour de l'information, pour l'objectivité journalistique à 100% n'existera jamais parce que c'est quand même bien un humain qui est en train de te raconter une nouvelle. Jusqu'à maintenant. Oui, mais en même temps, pour aller chercher l'info sur le terrain, il faut que ça soit un humain. Là. C'est pas un IA qui va pouvoir te décrire. Je sais que c'est des discussions actuellement de bloquer les IA à faire des résumés journalistiques. Là. Oui, ça, on est dans quelque chose de... C'est un autre sujet, là, mais je suis tombé là-dessus hier. Puis c'est une maudite bonne question. Là, c'est une maudite bonne question à se poser. Parce que ça donne parfois des drôles de résumés. Oui.
Mais oui, puis je pense que, tu sais, en disant ce genre d'affaires-là, bon, là, il y a peut-être un côté complotiste à cette affaire-là, mais je pense aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être pas les outils, la littératie médiatique. Moi, j'appelle ça de la littératie médiatique. C'est une banque, c'est des outils qu'on pourrait donner sur les bancs d'école juste pour être capable de mieux comprendre, mieux recevoir, mieux digérer les médias de toutes sortes. Pas juste les médias numériques, pas juste les médias traditionnels, pas juste la publicité, pas juste... Je pense vraiment qu'on en a besoin parce que ça crée des drôles de dérives, puis aussi parce que on n'a pas le choix de vivre avec ces médias-là, on n'a pas le choix de vivre avec les médias sociaux. Puis moi, des fois, quand je regarde ça un peu de loin, là, puis là, je me dis comme moi, là, en ce moment, là, il y a des gens à l'autre bout du monde qui peuvent avoir un impact direct sur ma vie via les réseaux sociaux. C'est pas vrai que l'humain a été conçu pour ça. Non. Bon, ben, vu qu'on n'est pas conçu pour ça, mais qu'on est pogné avec ces bébelles-là, peut-on minimalement avoir un petit peu d'outils en termes de littératie médiatique, en termes de psychologie, pour être capable de bien gérer ces affaires-là? Parce que je trouve que la majorité des enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, tu descends là, à la racine de ces enjeux-là, puis c'est beaucoup des affaires de communication. C'est beaucoup des affaires de le monde qui nous entoure versus moi qui ne comprends pas. Donnons donc des outils à notre société pour qu'on soit vraiment une société comme évoluée, une société éduquée. Là. À mon sens, il faut autre chose que les notions de mathématiques qu'on nous montre jusqu'en 5e secondaire. Et à partir de première année. Et à partir de première année. Mon point, c'est qu'il y a des notions qu'on pousse beaucoup, puis il y a des notions qu'on n'a pas pantoute. Oui, je suis d'accord. On pourrait être des citoyens un peu plus fonctionnels si on nous donnait des outils pour être des citoyens. Peut-être un peu plus en harmonie aussi. Un peu plus en harmonie, ben oui. Ça m'a fait penser, pendant que tu me parlais, que je pense que c'était dans une chronique que tu faisais, que tu as discuté de le fait de revoir une même personne sur les réseaux sociaux. Ça renforce la crédibilité qu'on lui trouve. Ouais. Je fais-tu un amalgame ou ce dont tu viens de parler, ça peut un peu s'y référer? Ben, je pense que c'est moi, à mon avis, ça, c'était comme quelque chose où moi-même, j'ai découvert de quoi parce que je me posais des questions sur cette idée-là de se bâtir une crédibilité en ligne. Ça partait d'un extrait d'entrevue que j'avais entendu quelque part. J'étais comme, c'est si difficile que ça, se bâtir une crédibilité en ligne? Et d'où de faire un peu des recherches pour comprendre certains mécanismes médiatiques et psychologiques qui faisaient en sorte qu'effectivement, à force d'être exposé régulièrement à quelqu'un qui parle d'un sujet, la personne finit par gagner en crédibilité dans le regard, dans l'esprit des gens. On résume la patente, là. Oui. Mais c'est comme être pseudo-professionnel de quelque chose. Exact. Puis il y a aussi des gens qui vont pouvoir parler énormément d'un sujet en ligne, puis qui sont pas compétents. Là. Il y a des gens, mettons, ils vont parler des dangers de tels produits sur la peau, ils sont zéro dermatologues. Ils ont vu qu'il y a tel ingrédient dans la liste d'ingrédients de leur crème solaire, et donc ça veut dire que c'est dangereux, mais c'est un amalgame d'informations tout croche. À l'inverse, avoir une ou un vrai dermatologue en ligne qui est en train de te dire, là, calmos, là, comme cet ingrédient-là, c'est un peu normal. Genre. Fait que oui, je pense que c'est facile de se bâtir une crédibilité en ligne, de toute évidence. C'est ça qu'on constate. Après ça, juste d'avoir une sensibilité à ça, d'avoir ce genre d'esprit critique. Point barre. Pas besoin de se faire expliquer la patente au grand complet de pourquoi, c'est quoi. Juste le fait qu'on vienne de le mentionner. Là. Oui, pour faire comme, mais attends 2 secondes, là. La vidéo que tu viens de voir, le gars là, qui t'alerte là, que ce produit-là, il est donc bien dangereux pour ta peau. Là. C'est quoi sa crédibilité? C'est quoi son expertise? Si on développe ce sens critique-là, collectivement, ben rendu là, ce dude-là, on n'entendra même plus parler. T'sais. Son contenu ne deviendra pas viral parce qu'on va être une société d'internautes qui vont même pas donner de l'attention parce qu'ils vont aller voir. Puis ils vont comme faire ce dude-là. Who that? C'est qui? Ouais. Enfin, je l'écouterai pas. Oui. Ça son sens. Ayons des outils, on va juste moins perdre de temps avec du vide ou de la désinformation. Ça, c'est dans le cas de l'information. Même du côté divertissement, je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant quelque chose de pertinent à comprendre le divertissement. Oui. C'est pour l'apprécier, tout comme une œuvre. Un film qui a été filmé en one take, là, crème. Peut-être que tu vas le regarder, tu t'en rendras même pas compte.
Mais un coup qu'on te le décrit, c'était quoi? Il y avait une série en plus sur Netflix qui avait été... oui, que chaque épisode, c'était un one take. Ah, c'était quoi? C'était pas un teenage, c'était un... Voyons, c'était un truc ado. d'adolescent, là. Ouais. Je me Hey. rappelle pas c'était quoi le nom, mais oui. Un coup qu'on t'explique la technicalité de la chose, tu vas juste plus apprécier l'œuvre. Je sais pas, ça. Non? Parce que le nombre de fois que j'écoute un film puis que je fais juste penser à où était placé l'éclairage et les caméras puis comment ça s'est fait. Vrai. Fait que mais ça, c'est notre problème à nous parce qu'on travaille là-dedans. Même l'enseigner, même... Ah, fait que l'enseigner, ça fera la même affaire, tu penses? Faudrait le dire après. Mais même là, faut pas qu'après ça brise la magie. Moi, c'est rare que que j'ai eu de la magie dans mes yeux en écoutant quelque chose aujourd'hui. Ah ouais? Ouais. Ouais, mais quand ça marche, c'est parce qu'ils ont vraiment bien joué leur ficelle. Oui, t'as raison. Mais je pense que ça brise beaucoup de choses. En tout cas, à mon avis. Mais t'as peut-être raison. À mon avis. Puis même si on n'entre pas dans la technicalité de la chose, mais qu'on entre dans les intentions des créateurs. Ça, c'est mieux. C'est mieux. Oui. Parce que tu peux vivre le truc, ressentir quelque chose, puis après ça, te poser la question, j'ai-tu compris la bonne affaire? Ou ben pas la bonne ou la mauvaise affaire, mais OK, c'était ça qu'il voulait me dire. Ça, je suis d'accord. Mais si tu rentres dans le côté technique, en tout cas, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un à qui tu dis ça 2 fois, ça changera peut-être pas grand-chose. Mais en tout cas, c'est sûr que pour nous, c'est comme différent. Là. Ah, c'est intéressant quand même ce que tu dis. L'idée de briser la magie, après ça, tu l'as comme plus du tout. Ouais. C'est vrai que ça peut être un danger. Tu peux penser aux effets spéciaux, tu peux penser à comme plein d'affaires. Mais là, c'est... Non, mais mettons un film, là, tu le sais qu'il y a des effets spéciaux. Là, genre le Superman, il n'existe pas. Puis comme mais si, mettons, t'as déjà... Ouais, OK, c'est peut-être parce que moi, j'essaye de faire des trucs avec les caméras, fait que je l'observe chez les autres aussi. Oui, mais non, je sais. C'est peut-être un problème très... de production. C'est peut-être parce que j'ai fait le volet production en télé et non pas le volet animation. Ouais. Ah, moi aussi, des fois, je me pose des questions sur comme, où la caméra? C'est avec ça, ouais, non, je suis un peu à la même place. Ouais, peut-être que des formations professionnelles fait en sorte qu'on décortique un peu trop. Donc, je pense que c'est correct d'en discuter avec le public, mais pas trop. À un certain niveau. À un certain niveau. Mais pas parce que il y a un secret à garder là, de notre côté, juste pour pas briser la magie chez l'autre, là, tout simplement. Mais oui, clairement, la notion de secret, je pense que c'est le genre de truc qu'il faut un peu évacuer. Qu'est-ce que tu veux dire? On garde-tu des secrets en télé? Ah, je pense que oui. Je pense qu'on essaye de protéger une magie. On essaie une magie autour d'un concept ou autour d'une personnalité ou autour de... On essaie de conserver puis nourrir ça. Mais des fois, je me demande si on atteint notre objectif. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça me tente de mieux comprendre. Parce que je lis un peu entre les lignes, mais ça me tente de mieux comprendre. Je sais pas si des fois, ça fait en sorte qu'on enlève une couche de vérité. Oui, OK, oui. Et je me demande dans quelle mesure les gens à la maison, ils finissent pas par sentir qu'il y a quelque chose d'un peu fake. Je comprends. Ils savent pas quoi, ils peuvent pas mettre le doigt sur quoi, mais peut-être que des fois, il y a des choses qui sont trop placées, qui sont trop préparées, qui sont trop... Et donc, les gens finissent par peut-être perdre confiance. Comprends-tu un peu ce que je veux dire? Je comprends ce que tu veux dire. C'est minime, là. C'est comme... Ils vont pas nécessairement perdre leur attachement, mais ils vont peut-être juste perdre le petit oomph ou le sentiment de confiance envers le contenu, l'œuvre qu'on leur propose. De façon très inconsciente, au final. Assurément de manière inconsciente. Okay. Je pense juste que des fois, on devrait peut-être plus pencher vers la vérité que vers le... On va créer du wow puis de la magie. As-tu des exemples? Parce que moi, j'ai des idées en tête, mais je pense pas que c'est les idées que toi, tu as en tête présentement. Je serais curieux d'entendre tes idées à toi. Après ça, je pense que ce que j'ai en tête, c'est pas nécessairement des trucs qui se disent ou qui se dévoilent. Ah, OK. Moi, c'est des trucs qui se dévoilent que je fais en tête. C'est pour ça que... Vas-y. Non, mais je le pensais à, mettons, quelque chose que j'essaie de... Ben, que j'évite de faire, en fait, là, durant mon animation, que ce soit ici ou en télé, c'est de ne pas mentionner que j'ai fait une pré-entrevue. Là, tu sais. Ça brise un peu comme le moment de « Ah, OK, tu savais déjà de quoi tu allais parler, mettons. » Tu sais. Fait à quel point la conversation ici est vraie ou fake. Tu sais. Mais qu'est-ce que tu perdrais à le dire? Ben, ou qu'est-ce que le public perdrait à le savoir?
Je pense pas que le public perdrait. Non, mais justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est pas grave. OK, non, ça, c'est pas grave. Non, mais c'est quelque chose que c'est quelque chose que je trouve. Ben, vu qu'on n'est pas habitué de le voir. Ouais. Moi, je l'entends quand même, quand même régulièrement, surtout radio. Je trouve que. Ben, c'est ça, tu parlais de Penelope McQuaid tantôt, puis mais en pré-entrevue, tu as dit ça à faire. C'est très rare que je l'entends. Ben, je trouve que Penelope mentionne quand même souvent le travail de ses recherchistes. OK. Je trouve. Mais peut-être que radio, ça se fait plus, ouais. Ben oui, après ça, c'est peut-être une école de pensée aussi. C'est peut-être une école de pensée, mais tu vois, moi, les échos que j'ai eus, là, j'ai pas eu la chance de travailler avec Penelope McQuaid. Les échos que j'ai eus, par exemple, c'est qu'à on lui demande de devenir recherchiste. Non, mais genre, j'aimerais ça. Pour moi, ça serait comme une classe de maître. Là. Mais de ce que je comprends, je pense qu'elle est très proche de son équipe de contenu. Je pense qu'elle travaille étroitement avec eux et elle. Résultat, je pense que ça se sent dans ce qu'elle dit. Au lieu de prétendre que c'est elle qui a trouvé l'information, elle va dire que c'est en pré-entrevue que l'invité a dit ça à la recherchiste. Pourquoi le camoufler? Mais je pense pas l'avoir déjà entendu formulé comme ça en télé. La télé, c'est un médium froid, du moins. Moi, pour vrai, je vois pas ce serait quoi la différence entre la télé et la radio. Je vois pas pourquoi on s'empêcherait de dire ça en télé. Tu vois, à la limite, peut-être que si toi, tu as observé ça, je ne l'avais pas nécessairement observé ou analysé. Encore une fois, je pense que c'est une école de pensée pour des animateurs. Je pense qu'il y en a qui vont être prompts à parler de la préparation au niveau contenu puis du travail des recherchistes. Puis il y en a d'autres qui, effectivement, vont peut-être vouloir conserver une espèce de magie ou un genre de... Comme s'il n'y avait rien eu avant puis qu'il n'y avait pas de préparation. C'est deux écoles de pensée qui se valent, je trouve. Fait que c'était pas ça que tu avais en tête. Dans les trucs à la limite, mais je trouve ça quand même intéressant parce que c'est vrai que si tu dis, encore une fois, c'est ton observation, si tu trouves que du côté télé, on est plus tenté de camoufler les ficelles puis la préparation au niveau du contenu, j'ai juste envie de poser la question pourquoi? C'est pourquoi on fait ça en télé? Si on le fait effectivement. Mais moi, de ce que j'ai pu apprendre dans mes études et remarquer, c'est que la radio, c'est un médium chaud. Puis la télé, c'est un médium froid. Faut que tout soit comme enveloppé en télé, là, tu sais. On en parlait plus tôt de comme, t'as pas le droit vraiment à l'erreur, t'as pas le droit à un visuel qui dérange parce que tu vois la personne, tu sais. Fait que si elle a une petite tache de quelque chose, j'étais pas dire de moutarde, mais je veux dire, tu sais, si sa cravate est un petit peu décalée, ça va t'énerver. Fait que c'est normal que ce soit un médium froid parce que c'est un médium visuel. Tu vas être dérangé par tout ce qui est pas parfait au niveau visuel. Mais ça rajoute pas de la chaleur, justement, d'avoir le visuel, d'avoir les expressions faciales, d'avoir... c'est intéressant. J'ai jamais eu ces notions-là de médium froid, médium chaud. C'est peut-être pas au bac, c'est peut-être au deck, mais comme quoi, justement... Peut-être que je dormais pendant ce cours-là. Ça se pourrait. T'as pas fait ça? Non, je penserais pas, mais peut-être que des fois, les jeux de la com m'ont fait manquer un petit peu. Ouais. Non, mais c'est juste comme quoi, mettons... Ce qu'on veut dire par médium chaud puis médium froid, c'est chaud, c'est t'as une information qui est... L'information ou l'intention t'arrive directement. Comme. Fait que quand tu lis, il y a rien de plus chaud qu'un livre. Tu ouvres un livre, tu lis, tu le comprends, tu l'as directement à toi. Fait que plus le médium ajoute de besoin pour que tu puisses le consommer de façon à ce que le but du médium passe et arrive à son objectif, plus c'est froid. Parce qu'il y a comme il y a une accumulation d'informations. Oui. Ah, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi j'ai pas... Moi, depuis que je sais ça, je trouve que comme... Ça explique beaucoup de choses. Mais ça explique beaucoup de choses, là. Tu sais, aussitôt qu'une cravate est un petit peu de travers, tu te dis pas « Ah, mais il est humain, puis comme il s'en est pas rendu compte. » Parce que tu le regardes, tu vois juste ça. Ouais. C'est comme si quelqu'un a un cil plus long ou un truc d'en face, tu vas juste regarder ça. Tu vas regarder, entre gros guillemets, l'erreur, là, tu sais. C'est ça qui va te déranger. Donc, le message, le but, atteindra pas son objectif. Fait que je le comprends pourquoi visuellement ça peut être comme ça en télé, puis pourquoi on veut que tout soit peaufiné, puis il n'y a absolument rien qui dérange le spectateur, le téléspectateur dans ce cas-ci. Ouais. Tout devient léché. Tout devient léché, exact. Donc, froid, dans le terme, dans l'appellation de la chose. C'est full intéressant. Je vais définitivement aller m'informer là-dessus après le podcast. Je trouve que ça explique
plein de choses, puis je serais vraiment curieux de comprendre encore plus précisément ces notions-là, puis d'avoir plein d'exemples de qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid. On dirait ce qui me vient en tête, c'est quand j'ai touché un peu à la radio, je trouvais ça plus difficile parce que j'avais l'impression qu'il y avait plein d'informations qu'il fallait que je fasse passer à travers ma voix. OK. Alors que... t'as un plan de caméra, tu peux avoir plusieurs choses dedans. Là. Le stress, la joie, tout ça, un coup que tu as une caméra d'en face, ça passe. Les gens le comprennent. Il y a quelque chose qui se passe pas bien. Mais si c'est pas ça ton intention, pas ça ton intention. Si ça se passe pas bien, les gens le savent aussi. Les gens le savent aussi. Il faut que tu te forces à ce que ça paraisse pas, donc tu te restreins toujours, tu sais. Probablement, oui. Probablement que tu es toujours un peu plus en train de contrôler. Exact. Ah, c'est full intéressant. On dirait que ça me donne une perspective full intéressante sur les médias. Ouais. Fait que tu m'apprends de moi, quoi? la radio, je trouve ça vraiment cool. Puis oui, comme être animateur ou chroniqueur télé, ça m'intéresse. Ouais. Mais le faire à la radio, il y a quelque chose que je trouve qui est magique. Là. Les gens qui écoutent la radio, c'est souvent des gens, un peu comme tu le disais au podcast, là, qui ont l'attention directement avec les animateurs, avec les gens qui sont là. Si tu fermes les yeux puis que tu écoutes un podcast, tu peux imaginer que tu as une personne à ta droite puis à ta gauche puis que tu es avec eux. Là. Chose que tu n'as pas en télé, chose que tu n'as pas comme... Quelque chose d'intime. Quelque chose d'intime. Puis mettons, dans la radio, moi, quand je l'écoute, je suis dans ma voiture. Il n'y a rien d'autre qui me déconcentre, là, tu sais. Ben, je veux dire, il faut que j'aille les yeux sur la route, là, mais... Idéalement. Idéalement. Hey, c'est, pour vrai, c'est full intéressant comme analyse. Fait que bref, je pensais pas que je t'apprendrais ça aujourd'hui, mais tant mieux. Ben, si on dirait que ça met des mots sur le genre d'observation que j'aime faire. Moi, c'est mon petit dada, genre d'analyser un peu. Mais d'où pourquoi j'aime les erreurs dans les trucs. Pourquoi, tu sais, quand je reviens aux émissions qui étaient en direct, comme on parlait tantôt, quelque chose de le fun, ça devient plus chaud. Ça devient plus chaud, oui. Mais en même temps, quand tu y penses, c'est le même médium. Fait que pourquoi ça devient plus chaud? Juste à cause des erreurs? Ben, je saurais pas le dire précisément, mais parce que quand c'est du direct, que t'as quand même le flow naturel du truc, là, tu sais, comme t'as bien beau être préparé, il y a rien de fake, là. Non. Pas il y a rien de fake, là, tu sais, justement, il y a des trucs préparés, mais je veux dire, ce que tu vois, c'est ce qui arrive. Ouais. Il y a quelque chose qui aide, je trouve. Ouais. Mais en tout cas. Je pense quand même qu'on a connu une époque télé où même le direct est très placé, tu sais. Il y a quelque chose de le fun. Je sais pas, pour moi, ça devient de la télé plus chaude. Oui, je pense que oui. T'sais, je pense que oui. Même en direct de l'univers, là, tu sais. Ouais, tu le sens. Colin, il faut que les musiciens soient à sa coche tout le temps, là, tu sais. Puis ils sont à sa coche. Puis ils sont à sa coche tout le temps, on le sait. Cette équipe-là. Fascinant. Ouais. Pas pour rien. Oui! Puis après ça, on se dit au revoir parce qu'on a d'autres... On a jasé longtemps, là. On a d'autres choses qui nous attendent. Ouais. Pas pour rien, c'est une émission qui s'en vient. Oui, mais là, au moment où tu vas sortir le balado, je sais pas c'est quand, mais ça risque d'être déjà en ondes. C'est en ondes à partir de quand? 9 avril? Ouais, peut-être. Ou quelques jours avant. Je pense que je vais sûrement le sortir dans 2 semaines. Non, mais ça risque d'être à peu près au même moment. Ben, hey, parfait. Pas pour rien. Yeah! C'est une émission qui va mettre en valeur la culture et l'art d'ici ou en général? Ça s'appelle Pop ou rien. Fait qu'on est vraiment dans de la culture pop. Marie-Josée Gauvin, l'animatrice, c'est une encyclopédie de culture pop. Anne-Marie Wittenshaw aussi, qui est collaboratrice sur le show. Les deux, les écouter parler, pour vrai, c'est intimidant. Là. Genre, leur culture populaire, elle est astronomique. J'aime bien astronomique. C'est vraiment le bon mot. Ils sont au courant de ce qui se passe sur Mars? Oui. Non, parce qu'il n'y a pas de culture pop sur Mars. Sauf peut-être Britney Spears en train de faire son vidéoclip. Oui, c'est ça qui était là. Upside Down Again, c'était sur Mars, me semble. Non? Je pensais qu'il t'a dit vidéoclip, mais j'ai juste pensé à la vidéo d'elle qui lance des couteaux. Là. Ah non, ça, c'est pas tout à fait un vidéoclip. Non, oui. C'est mémorable, mais pour toutes les mauvaises raisons.
Cela étant dit, fait que oui, ça va être un show qui va célébrer la culture pop. C'est un magazine d'actualité culturelle. Puis moi, là-dessus, en fait, ma job, ça va être d'aller faire des topos, des reportages. Fait que ça va me permettre de creuser certains sujets, de poser toutes sortes de questions. Est-ce que c'est d'aller dans les coulisses d'une émission de télé? Est-ce que c'est d'aller dans la préparation d'un show, d'une comédie musicale qui s'en vient? Est-ce que c'est de se demander comme coudonc, les vedettes, genre les grosses vedettes, là, quand ils viennent, je sais pas moi, à Montréal, là, c'est quoi qu'ils font? Hein? C'est quoi leur petit resto puis leur petit hôtel où ils vont? Parce que tout ça, au final, on finit par les suivre. Là. Tout le monde va dire, ah ben là, mettons, quand Katy Perry puis Justin Trudeau, ils étaient allés ensemble à tel resto, puis là, tout ça. Fait qu'il y a quand même cet aspect-là aussi qui vient forger un imaginaire collectif dans la culture populaire. Un star system, là. Un star system. Qui renaît un peu parce qu'il est un peu mort depuis 10 ans. Je sais pas s'il était mort, mais j'aime beaucoup la mentalité de Marie-Josée qui célèbre la culture pop. Alors qu'à une certaine époque, il y avait peut-être une forme de snobisme par rapport à ça. On aime ce qui est indépendant, puis ce qui est différent, ce qui est... Et ça a full sa raison d'être. Ben oui. Célébrons ça. Célébrons ces artistes-là. Mais en même temps, la culture pop, ça nous fait du bien. Puis ça nous forge au quotidien, ça nous forge des souvenirs, ça nous relie. Fait que pourquoi pas le célébrer, tu sais? Pourquoi pas créer un peu cette espèce de liant-là? Fait que moi, c'est une mission à laquelle j'adhère beaucoup. J'aime ça entendre Marie-Josée parler de culture pop. J'aime l'entendre parler de cette mission-là. Elle a même aussi le balado Pop-Up. Ben oui. Pop balado avec Maxime. Exact. Puis tu le sens là, qu'ils ont du fun, ils ont plein de référents. C'est fou de les écouter parler, ça te transporte, puis ça t'enseigne plein des affaires. Oui, puis des fois, moi, mettons, ça me fait réaliser, coudonc, je sais pas grand-chose. En fait, ça me rappelle à quel point j'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire. J'ai pas de mémoire pour des noms d'albums, j'ai pas de mémoire pour des noms de tunes. Moi, je suis comme dans le ressenti. Là. Tu me donnes une tune, je vais être capable de te la chanter ou de faire comme ah oui, ça m'a donné tel effet ou comme ça me donne envie de danser. Les titres, je suis mauvais, là. Mauvais de chez mauvais. Sur quel album c'était, pour quelle raison l'artiste a fait ça. Quel passage dans sa vie. Ça me fascine. Ouais. Ça me fascine. Moi aussi. Ouais. Mais j'ai beaucoup de mémoire, mettons, pour des répliques du cœur à ses raisons. Fait que, tu sais, au final, vraiment une mémoire sélective. Tu choisis de porter ton attention sur le cœur à ses raisons. Ben, en fait, moi, ma vie s'est terminée quand le cœur à ses raisons est arrivé. Fait qu'à partir de là, je fais juste de l'Alzheimer, mais tout ce qui me ramène, c'est le cœur à ses raisons. Ouais. Exact. C'est tout ce qui me reste. Quoi ton nom déjà? Cricket. Bref. Oui. Fait que ça va être ça, pas pour rien. C'est tellement cool comme projet, là. Ah, je suis vraiment content. C'est comme... Ça va être diffusé où? Sur Crave et sur Nouveau. En même temps? Ça va être sur Crave quelques heures, puis là, c'est ça, là, je suis encore une fois ma mémoire. C'est diffusé sur Crave quelques heures avant que ce soit sur Nouveau. C'est 3 mois sur la plateforme avant d'arriver sur Nouveau. Là. Non, parce qu'on parle d'actualité. L'idée, c'est que tu vas ouvrir ça le jeudi soir ou peut-être même le vendredi soir si tu reviens de la job, puis là, tu te prends une petite coupe de vin, là, ben... Tu vas écouter ça, puis tu vas faire ah oui, mais c'est vrai, moi j'en ai entendu parler, là. J'ai vu ça sur mon feed cette semaine ou comme ah oui, mais cet album-là, je l'écoute depuis 15 ans, c'est donc bien le fun, genre d'en entendre parler puis d'aller creuser de comme c'est qui, mettons, le réalisateur qui a fait cet album-là, mais dans le fond, il a probablement fait tous les autres albums que t'aimes donc bien, mais t'as aucune idée c'est qui ce réalisateur-là. Fait que c'est le genre de truc qu'on va creuser pour le plaisir de célébrer la culture pop, tout simplement. Fait qu'on on va sûrement pallier à l'absence de Musique Plus, là. D'une certaine façon. Oui, parce que je le lis comme ça. Oui, il y a assurément ce côté-là. On va pas juste parler de musique. Non, mais... Ça va aller dans plein de directions. Mais oui, il va y avoir ce côté-là. Juste pour le fun. C'est d'aller chercher le fun de cette affaire-là. Puis peut-être de juste mieux comprendre. Puis, Hey, c'est tellement cool comme projet. J'ai vraiment hâte d'écouter ça, sincèrement. J'ai bien hâte que tu l'écoutes. C'est comme mon monde. Là, fait que oui. Je vais triper. Là. Yes, je suis content de savoir que tu vas être à l'écoute. Merci, Phil. Merci à toi. Gros plaisir. Moi aussi. Vraiment beaucoup.